Et puis moi, j'ai eu la chance au GIPN de pouvoir gérer une trentaine de situations de prise d'otages ou de forcenés retranchés armés, que ce soit derrière une porte, au téléphone ou avec un haut-parleur. Je me suis fait tirer dessus et j'étais positionné avec mon binôme dans une des pièces qui se trouvait les plus proches de l'individu qui s'était retranché. Je voulais absolument récupérer l'argent de ma mission qui était dans ma caisse métallique que je rangeais dans mon appartement. Donc j'ai pas respecté ce jour-là les instructions du responsable de l'ONU. Ils sont dépendants de toi. Tu peux avoir un ministre qui va être dépendant de toi vis-à-vis de tes gars, mais tu as la responsabilité aussi de la vie des otages et même du forcené, voire du preneur d'otages. Parce que pour nous, si effectivement le preneur d'otages ou le forcené était blessé ou tué sur une intervention, c'était un échec. Bienvenue dans Parole de guerrier. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Christophe Hernandez, ancien chef opérationnel du GIPN, le groupement d'intervention de la police nationale, aujourd'hui appelé le RAID. Il était chef opérationnel de 1996 à 2014 et en parallèle négociateur de 1998 à 2010. Christophe a passé une grande partie de sa carrière professionnelle au cœur de situations tendues. Bienvenue dans le podcast, Christophe. Merci d'être ici, prêt à nous partager tes histoires ? Bonjour Benjamin, merci pour cette invitation, avec grand plaisir. Super, écoute, ça me fait super plaisir d'avoir quelqu'un qui représente la police nationale. Tu es le premier sur la chaîne à nous partager une histoire de la police nationale. Quel honneur. Complètement. Donc toi, tu es entré dans la police en 1991, tu t'es orienté après assez rapidement sur la BAC. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans ce parcours-là et t'a donné envie de te lancer dans cette carrière? Alors, c'est assez simple. Je ne sais pas si tu es certainement plus jeune que moi, mais en 1991, on vivait un petit peu le même contexte sociétal qu'on est en train de vivre en ce moment. Au niveau politique, pas mal de choses se polarisaient. La France avait été frappée par plusieurs attaques terroristes. On était soumis à une grande insécurité et à cette époque-là, j'ai pensé que mon pays avait besoin de policiers engagés et j'ai donc réfléchi à passer le fameux concours de gardien de la paix. J'ai eu la chance également d'avoir un père qui était policier. J'étais particulièrement fier de ce qu'il nous racontait de ces journées et j'ai franchi le cap. J'ai passé le concours dans la foulée et je l'ai réussi. Génial. Donc gardien de la paix, après ça tu es parti sur la BAC directement, comment ça s'est passé? Alors, il est nécessaire, quelles que soient les unités spécialisées, de passer par 2, 3, 4, voire 5 années dans des unités dites généralistes. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer très rapidement des commissariats parisiens de nuit qui bougeaient pas mal. Donc le 11e, puis le 9e arrondissement, et à la création de la brigade anticriminalité de nuit de Paris. Ça remonte à pas mal de temps. J'ai postulé, j'avais pas 22 ans. Ok, donc très rapidement, tu as pu partir sur quelque chose d'un peu plus opérationnel, c'est ça? Voilà, le but pour moi à cette époque, c'était je recherchais davantage de rigueur, de professionnalisme, tant au niveau des techniques et des stratégies d'intervention que du matériel, mais également vis-à-vis notamment des clients, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, je recherchais autre chose. Ok, très bien. Et après ça, comment est-ce que tu es passé au GIPN? Et c'était en quelle année que tu es rentré dans le GIPN? Alors, en 95, entre 94 et 95, j'ai eu la chance de pouvoir tourner à la BAC 75 nuit avec un major, un ancien qui était proche de la retraite et qui n'arrêtait pas de me parler du GIPN et du RAID. Ce dernier me disait que j'avais le profil. Moi, à l'époque, je faisais un petit peu de sport, mais j'étais pas spécialisé vraiment dans quelque chose de particulier. Je pratiquais les sports de combat. J'avais joué au football à haut niveau, et puis je me pensais pas à la hauteur d'un candidat du GIPN ou du RAID. Et puis en 95, j'ai décidé de me préparer un minimum, et j'ai passé les tests GIPN RAID en 1995 à Saint-Malo. Trop bien. Et comment est-ce que tu as pu de devenir aussi rapidement chef opérationnel au sein du GIPN? Alors, je ne suis pas devenu chef opérationnel tout de suite. On impose quand même un minimum d'expérience. Et puis, il faut avoir un certain profil pour pouvoir
pouvoir gérer des groupes et des copains. Donc j'ai intégré le GIPN très très jeune, j'avais 24 ans, hein. On me l'a même envoyé pendant l'entretien, hein. Donc vous avez des entretiens avec, on va se tutoyer, ça sera plus simple, Benjamin. Donc tu avais différents chefs de groupe, hein, qui te font face et qui essayent de te déstabiliser, bien évidemment de voir un petit peu quelles étaient tes motivations. Comment tu t'es préparé pour ces tests-là. Et je me rappellerai toujours, hein, de cette anecdote, hein. J'ai l'ancien chef du GIPN de Marseille qui se met sur l'arrière de son fauteuil en me regardant d'un air très, très particulier et il m'a dit Monsieur Hernandez, est-ce que vous pensez sincèrement qu'avec vos 24 ans, vous pouvez prétendre à intégrer le GIPN? Et à ce moment-là, j'ai pensé moi que j'étais venu pour rien au test, que j'allais me faire bouler de toute façon par rapport à mon âge. Et je lui ai rétorqué qu'effectivement j'étais jeune, mais que j'avais quand même vécu pas mal de choses déjà dans la police, parce que j'avais eu la chance de pouvoir intégrer et d'une des arrondissements qui bougeaient à Paris, et de deux la BAC 75N qui me permettait de pouvoir pas mal bouger sur mes vacations. Et donc à l'issue de la réussite à ces tests, j'ai pu intégrer le GIPN de Lyon pendant 3 ans, et c'est à l'issue de ces 3 ans que j'ai eu la possibilité de grimper au niveau de l'organigramme. Très clair. Donc aujourd'hui, sur ce parcours-là, qu'est-ce qui t'a le plus marqué entre la BAC et le GIPN et un petit peu ce que tu as pu faire? Alors, le quotidien d'un policier, à la base, il est très fluctuant. Quand tu travailles dans une BAC, une brigade anticriminalité, ton quotidien, c'est de patrouiller et d'interpeller des individus en flagrant délit ou dans le cadre de crimes flagrants. Donc on patrouille. Les missions sont... Quand tu dis patrouiller, c'est-à-dire que tu fais des tours de voiture dans Paris? En fait, voilà, tu prends ton service, tu te changes, tu prends ton service, ensuite tu montes dans le véhicule. En fonction de ton rôle, tu es chauffeur ou à l'arrière ou chef de bord. Et le but, c'est de patrouiller sur un secteur de la ville de Paris. Donc généralement, on avait quasiment la moitié des arrondissements de la ville, une grande zone de compétence. Donc on pouvait être appelé sur des situations particulières, hein, des situations qui imposent des interventions de la BAC, ou alors on pouvait, nous, mettre en place des dispositifs de surveillance pour pouvoir interpeller des individus en flagrant délit. Très clair. Et entre ça et le GIPN? Alors, c'est différent. Le groupe d'intervention de la police nationale, quand tu l'intègres, tu connais les missions. Donc, les missions prioritaires, ce sont d'intervenir sur des situations exceptionnelles dites du style forcené, retranché, armé, des prises d'otages. Tu peux également intervenir, tu interviens beaucoup également sur des interpellations domiciliaires d'individus dangereux, de terroristes également. Et puis, tu as des missions qui t'imposent de partir à l'étranger. Donc des missions de formation, des missions de protection, des missions opérationnelles également, hein, qui te permettent d'aller dans des pays où tu ne serais jamais allé en temps normal, mais tu connais parce que tu as été militaire, donc on en parlera certainement après. La plupart du temps, tu t'entraînes. Ton quotidien, c'est de t'entraîner. C'est de préparer les situations exceptionnelles, que ce soit au niveau technique, au niveau stratégique, au niveau physique ou au niveau mental. Donc, sur ce parcours-là, si on résume, tu rentres dans la police nationale comme gardien de la paix, tu rentres dans la BAC où tu vas faire 2 ans. C'est ça, environ 2-3 ans. À peu près 2 ans. Oui. Tu passes le concours du GIPN à Saint-Malo. Des sélections, ouais, les sélections à Saint-Malo. Grosso modo, puis Marseille. Sur le dispositif, tu postules d'abord par dossier. Tu transmets ton dossier avec ton CV. À l'issue de cette première sélection-là, il y a un entretien sur ta zone de travail, donc en fonction de... Donc à Paris? Voilà, moi j'étais sur Paris, donc il a fallu que je bouge un petit peu parce qu'il n'y avait pas de GIPN à l'époque sur Paris. Okay. On avait le RAID qui était sur Bièvre et ensuite les antennes GIPN partout en province. On n'avait pas les antennes GIPN, les antennes RAID qu'on a aujourd'hui, qui sont les unités qui ont succédé au GIPN. À l'issue de ça, donc, on partait pendant 15 jours en sélection. Donc, c'était Saint-Malo ou Nîmes. Et là, on était évalué, on était testé sur des épreuves sportives, sur des épreuves de résistance par rapport au sommeil, par rapport à la nourriture,
On avait pas mal d'entretiens, des mises en situation pratiques. Et à l'issue de ces 15 jours, on savait si on faisait partie du vivier ou pas. Ok, donc 15 jours de formation, de tests en même temps. De tests et de sélection pour voir si effectivement on avait le profil pour pouvoir intégrer le vivier GIPN ou vivier RAID. Hein, c'était exactement le même. Hein. Quand on réussissait les tests, on avait donc l'option de choisir ou le GIPN en province ou le RAID à Bièvre. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à prendre le GIPN et pas le RAID? C'était quoi les différences à l'époque? Au départ, les échanges que j'ai pu avoir avec cet ancien major concernaient essentiellement le GIPN. Et ce dernier m'avait indiqué à l'époque, parce qu'il avait un très bon copain qui en avait fait partie, que dans les GIPN, on travaillait beaucoup plus vis-à-vis des missions opérationnelles qu'en étant au RAID à Bièvre. Donc j'ai choisi l'option du GIPN de Lyon. En plus de ça, j'avais une partie de ma famille qui résidait sur Valence, donc je me rapprochais d'eux. Donc je me suis dit, on va joindre l'utile à l'agréable. Je pouvais en même temps travailler sur un des GIPN les plus opérationnels de France et être à proximité de ma famille. Super, donc allier l'opérationnel à la famille, c'est quand même pas mal, parce que dans un métier où on a tendance à laisser la carrière prendre le pas sur la famille, si on peut réussir à équilibrer, c'est l'erreur qu'on peut commettre, parce qu'effectivement, et on parlera tout à l'heure des éventuels conseils qu'on peut donner à des jeunes, mais quand on intègre ce type d'unité, ce qui prime, c'est l'équilibre familial du candidat, de l'agent qui va opérer dans un groupe d'intervention, et donc c'est super important. Voilà, on ne prend pas en considération uniquement ses capacités physiques et mentales. On regarde en même temps son équilibre privé, son équilibre personnel, parce que tu le sais, puisque tu as été militaire, dans ces unités spéciales, c'est pas le plus fort qui dure, c'est le plus stable. Complètement. Quand tu as passé les sélections, donc tu as eu un premier entretien, enfin CV plus premier entretien, les 15 jours et un deuxième entretien à Marseille. Non, à l'issue des 15 jours, je faisais partie du vivier. Et l'entretien à Marseille était avant, du coup? Pas à Marseille, à Lyon. Et l'entretien que tu as eu à Marseille? Le tout premier, c'était à Lyon. C'était à Lyon. Okay. C'était à Lyon, en fait. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais sur Paris et voilà, je connaissais du monde. Donc, on a un entretien, les sélections. Et à l'issue de ces sélections, on fait partie du vivier. Et on a un classement. En fonction du choix qu'on fait, hein, si on opte pour le RAID à Bièvre ou pour le GIPN de Marseille ou de Nice, on voit son classement. Il se trouvait que moi, ce jour-là, j'avais fini 9e. Alors là, ils en prenaient 10. Sur combien? Sur 10. Sur 10. Voilà, 9e sur 10. On était 70 aux sélections et 500 en amont avant de postuler avec le Donc 70 CV. sur les 15 jours. Exactement, 70 sur les 15 jours. Donc tu as fini 9e sur 70. Ils en prenaient 10. Super. Et voilà, j'étais super content, je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai eu la possibilité de partir tout de suite, parce qu'une place était déjà libre sur le GIPN de Lyon. Donc j'ai enchaîné en septembre avec le GIPN de Lyon, avec mon affectation officielle. Super. Ces 15 jours, tu as été évalué comment? Comment ça s'est passé? Alors il y a différents tests, hein. Tu as des tests de sport de combat. Qui sont chronométrés. Donc tu as un combat en anglaise, tu enchaînes avec un combat en pied-point et tu enchaînes avec un combat en combat libre, au sol, avec des percussions et des techniques de sol. Tout ça, tu le fais avec un autre candidat. Avec un autre candidat. Voilà, avec un autre candidat. Et tu enchaînes dans la foulée. Avec un instructeur. Avec un instructeur. Ouais. Donc sur le même timing. Donc voilà, tu finis assez fatigué quand même. Quand tu dis qu'on enchaîne, du coup l'anglais c'est quoi? C'est un round de 3 minutes? Tu fais un round de 3 minutes. Un round de 3 minutes. Tu enchaînes avec 3 minutes en pied-point. Et tu as une minute pour boire Non, tu enchaînes. Tu as 10 secondes pour... 10 secondes. Voilà, c'est des rounds successifs. Si tu as été impacté, tu as 10 secondes pour récupérer, pour reprendre tes esprits, et tu enchaînes par du pied-point sur 3 minutes. Tu as 10 secondes ensuite pour récupérer. 3 minutes après. Tu enchaînes par 3 minutes Donc en gros, c'est 4 rounds de 3 minutes. Et tu enchaînes. Voilà, et le quatrième, c'est avec un instructeur. Ouais. Okay. Et le quatrième, c'est MMA? En combat libre. Combat libre, pied brun. Non. Le dernier round se finit beaucoup accroché. Voilà, il faut gérer. Il faut gérer parce que il reste les tests, le test Cooper, le Luc Léger, la marche de nuit. Et ça, c'est le premier jour.
Je ne me rappelle plus exactement, Ouais. ça remonte à 95, mais... Donc en gros, c'est vraiment 15 jours où on enchaîne des tests, enchaînes. c'est que des tests Voilà, tous les jours. Il faut gérer. Il faut gérer. Alors, je ne dis pas que j'ai pas tout donné, parce que je pense que j'ai tout donné. Je voulais rien regretter, mais tu es obligé de gérer un minimum pour pas te blesser déjà au niveau du sport. Il y avait beaucoup de blessés au niveau des tests de pied-point, de sport de combat. Donc après, derrière, il faut enchaîner d'autres tests. La descente en rappel, tu as le test vertige, les tests claustro. Donc moi, je me rappelle à l'époque à Saint-Malo, ils avaient un site magnifique où on se retrouvait dans un tube qui se rétrécissait et qui finissait complètement inondé. Donc on était complètement dans l'eau, on devait suivre une corde, les yeux bandés. C'est ça? Une buse qu'il faut franchir? Exactement. Okay. Donc ça se passait dans une grotte, on commençait à descendre, ça se rétrécissait. Et ensuite, tu rentres dans la buse, tu suis la cordelette et à un moment donné, tu as quasiment 7-8 mètres dans la grotte, dans la buse, où tu es complètement sous l'eau. Donc il faut que tu traverses en apnée. Tu vois la lumière de l'autre côté. Hein. Bon, pour le gars qui est claustro, c'est rédhibitoire. Voilà. Ok. Et le test vertige, c'est une poutre... Test vertige, on montait sur une falaise. On avait une petite avancée, donc on se mettait dans le vide. On était accroché sur une corde, donc on était assuré entre guillemets. On partait dans le vide sur quasiment 2 mètres. Et sur 2 mètres, il fallait décrire le paysage qu'on avait autour de nous. Il y avait un véhicule qui était stationné en bas. Oui, un peu comme la poutre du GIGN. Voilà, c'est un petit peu ça. Il fallait donner l'immatriculation du véhicule. Et puis on devait s'exprimer de façon assez sereine au vu du contexte. Donc voilà, c'est pareil. Hein, le gars qui pouvait éventuellement avoir des problèmes par rapport à la hauteur, il n'aurait pas pu passer cette épreuve-là. Ouais, clairement. Mais voilà, il n'y a absolument rien qui est super difficile. Il faut juste la être assez complet. Et le fait de tenir. Il faut gérer au niveau physique, ne pas être ni claustro, ni avoir le vertige. Et pour le reste, après, on savait très bien de toute façon qu'on allait se perfectionner dans chaque discipline, parce que le quotidien d'un jeepman, entre guillemets, ou d'un gars qui bossait au raid, c'était de s'entraîner tous les jours. Et derrière, tu rentres donc au GIPN de Lyon. Est-ce que tu as une partie formation au début? Comment ça se passe? Alors, quand tu intègres un groupe d'intervention, pendant 6 mois, tu es en formation. Donc, tu ne vas pas sur les interventions, tu ne prends pas d'astreinte. Au-delà des 6 mois, tu peux venir en observateur, mais pendant ces 6 premiers mois, on va te former à différentes Tu es formé disciplines. À Lyon? Oui. Okay. Oui, on est formé à l'époque, à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est différent. Au niveau du raid, c'est concentré sur Paris. Les gars montent au siège, et donc à Bièvre, et ont un tronc commun. Hein, donc ils ont un tronc commun de formation qui aujourd'hui est intégré aux sélections. Ça fait partie des sélections. Ils ont ce tronc commun. Donc on part pour 6 mois, exactement. On fait sélection. Et pas tout à fait 6 mois, mais ils vont se tester à tout ce qui est intervention technique, la progression en champ ouvert, en champ fermé, dans des escaliers, voilà, toutes ces techniques qui peuvent être importantes lorsqu'on intervient dans ces différentes situations sont préparées sur ce tronc commun-là. À l'époque, on était formé sur place par les anciens, par les instructeurs. Donc on a des instructeurs dans la police nationale et on a des instructeurs dans les groupes d'intervention de la police nationale. Et donc c'était ces derniers, avec les plus anciens, qui nous formaient lorsqu'on arrivait dans ces unités. Ok, très clair. Et après ces 6 mois-là, donc tu rejoins un groupement d'intervention. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc à l'issue des 6 mois, tu fais partie de l'effectif qui peut partir en intervention. Et généralement, dans les 6 mois qui suivent, tu fais partie de la colonne. Tu es dans la colonne d'intervention. Donc tu peux être porteur d'un bouclier, tu peux travailler avec l'équipe EFRAC. Donc c'est toi qui dois gérer. On va le couper. C'est toi qui dois gérer l'ouverture de la porte, donc avec du matériel spécifique. Ou alors tu te retrouves porteur du bouclier ou porteur de l'arme longue, en fonction de la situation, des informations qu'on a. Voilà, tu te retrouves dans la spécialité où tu es opérateur et tout le monde peut changer? Alors, à ce moment-là, tu es opérateur dans la colonne. Voilà, dans les 6 mois qui suivent, quand tu pars en intervention avec les gars, tu prends les astreintes, tu es dans la colonne. Et au-delà d'un an de formation, parce que la formation, elle continue encore pendant 6 mois, là, tu peux prétendre à passer certains diplômes liés aux autres disciplines
que tu as lorsque tu es sniper, donc le tireur haute précision. Tu as la manipulation des explosifs, parce qu'effectivement, au-delà du vérin hydraulique, on a des explosifs pour pouvoir ouvrir des accès et aller chercher certains individus. Tu as la possibilité également d'être négociateur de crise. Tu peux descendre en rappel, donc faire partie des gens qui arrivent sur les balcons pour empêcher des suicides. Ça, vous le faites pas tous? À l'issue de la formation, oui, tout le monde le fait. Tout le monde fait du rappel, mais il y a des spécialistes rappel qui... Les meilleurs, généralement, font partie de ces cellules-là. Et ce sont ces effectifs-là qui encadrent les formations continues. Mais tous les effectifs, à l'époque, quand le GIPN existait encore, tous les effectifs étaient spécialisés dans toutes les disciplines. Là, je te parle juste de la chronologie quand tu rentres dans un groupe d'intervention. Tu avais une première observation parce que, effectivement, tu vas t'entraîner, mais tu es observé par les autres, par les gars qui sont là depuis des années. Et il peut y avoir par moment peut-être des soucis d'appointance au niveau des personnalités. Donc, tu es quand même pas mal observé. À l'issue de ces 6 mois, c'est bon, tu intègres la colonne. Et à l'issue d'1 an de présence au niveau du GIPN, là, tu peux partir pour être formé au tireur haute précision, à la manipulation d'explosifs et au reste. Okay. Voilà. Mais c'est la particularité des GIPN, la différence que je pourrais noter par rapport au RAID aujourd'hui, où on a effectivement davantage de spécialistes sur certaines disciplines. Au GIPN, à l'époque, comme on était des petites entités, tout le monde était capable de faire tout. Ouais, ça a laissé le temps de se spécialiser, de passer les différentes stages, formations. Après, tu t'orientais vers telle ou telle discipline, mais tu pouvais, du jour au lendemain, te retrouver à descendre d'un toit d'un immeuble ou le lendemain être sniper sur une prise d'otage. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as fait de la négociation? Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à négocier sans que la formation officielle n'existe. À l'époque, au début des GIPN, il y avait des échanges, mais ces échanges n'étaient pas appelés une négociation de crise. Donc à l'issue, ça s'est professionnalisé. On a ramené ça notamment des États-Unis, des pays anglo-saxons. Et puis moi, j'ai eu la chance au GIPN de pouvoir gérer une trentaine de situations de prise d'otage ou de forcenés retranchés armés et d'échanger avec les individus, que ce soit derrière une porte, au téléphone ou avec un haut-parleur. J'ai également eu la chance de pouvoir le faire en mission à l'étranger, en Haïti. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, moi je me suis davantage orienté vers la négociation et puis j'ai eu la possibilité derrière de pouvoir être chef opérationnel, donc de seconder le chef de groupe dans les missions opérationnelles. Super. Un groupe, enfin une colonne au GIPN, c'est combien de personnes? Alors, à l'époque, les 2 plus gros GIPN étaient Marseille et Lyon. On était 24 et on pouvait avoir une colonne d'une 12aine d'effectifs. Voilà, okay. On avait toujours une petite cellule négo, des snipers, un chef de groupe et éventuellement 2 varapeurs. Ok. Donc ça veut dire que l'ensemble des personnels opérationnels pour Lyon, c'était 24 personnes. Exactement. Oui, c'est peu. C'est peu. Alors, après, il y a la BRI, il y a d'autres alors on travaillait groupes avant. Très peu avec les BRI. Parce que les BRI de province n'étaient pas formés comme nous et n'avaient pas du tout le même matériel. Mais ils interviennent avant, ce que je veux dire, c'est que le GIPN intervient vraiment en ultime choix. Effectivement, le GIPN comme le RAID est sollicité vraiment quand on a besoin d'une spécificité particulière au niveau de l'intervention, que ce soit en champ ouvert ou en champ fermé, que ce soit une interpellation en extérieur ou dans un bâtiment, dans un domicile, dans une villa, dans une usine, dans un champ fermé. En extérieur, on travaillait effectivement un peu plus avec certaines BRI parce que ces derniers travaillaient davantage sur des interpelles dites dynamiques, que ce soit lors d'un déplacement de convoi ou un véhicule qui s'arrête dans une station d'essence. Donc effectivement, on n'avait pas du tout les mêmes missions. Quoi qu'il en soit, j'ai travaillé à plusieurs reprises avec des BRI, avec la BRI notamment de Lyon.
Et donc, ces 24 personnes-là assurent la protection pour les personnes qui sont recluses, forcenées, Voilà. les terroristes dans des espaces Alors, clos, les, les- pour l'ensemble de la ville de Lyon et de Marseille, enfin pour les... alors, par exemple, sur Lyon, on avait 14 départements comme zone de compétence. Donc, ça montait quasiment jusqu'à Tours et on descendait jusqu'à Pierrelatte, en passant par Clermont-Ferrand, par Ouais. les Alpes. Donc, on avait beaucoup de compétences. Les missions qui nous étaient allouées pouvaient être les missions prioritaires, les prises d'otages, les forcenés armés retranchés, les interpellations domiciliaires d'individus dangereux, armés, profil terroriste. Nous avions aussi beaucoup de missions de protection rapprochée, de personnalités qu'on devait prendre en charge sur notre zone de compétence ou à l'extérieur. C'est ce qui nous a amené à travailler beaucoup à l'étranger, notamment vis-à-vis des ambassadeurs français sur certains pays. On participait également à des formations de groupes d'intervention ou de création de groupes d'intervention dans certains pays du Moyen-Orient ou d'Afrique, voilà, ou d'Amérique centrale. Voilà, ça fait déjà pas mal. Ces 24 effectifs qui pouvaient composer un GIPN, par exemple le GIPN de Lyon, pouvaient très rapidement être renforcés par une dizaine d'effectifs de Marseille, de Strasbourg, ou de Nice, ou de Bordeaux, ou de Rennes. Donc on avait cette faculté-là de très rapidement pouvoir se regrouper, se coordonner pour une opération un peu plus importante. Ok. Et pour vous déplacer donc sur les 14 départements, ou pour renforcer, vous avez des Alors hélicoptères, on avait des hélicoptères à disposition, hein. On avait des hélicoptères de la sécurité civile et de la Ok. gendarmerie. On avait nos véhicules également, et puis en fonction de là où on devait partir, on avait des avions. Ok, oui, pour partir à l'étranger, c'est mieux. Exactement, En hélicoptère, ça va être un peu long. ça faisait long. Ouais. Derrière, sur les différentes missions, Non, j'ai fait un déplacement en hélicoptère assez loin. Bon, j'en parlerai pas trop. On a dû se poser pour pour réapprovisionner. réapprovisionner, mais voilà, c'était pas prévu et on est sorti du territoire. Ok. Pour les différentes missions, je me rends pas forcément compte. On voit parfois aux infos, du coup, bon, il y a un forcené, il y a un truc comme ça. C'est à quelle fréquence pour une ville comme Lyon qu'on a des Alors, cas qui nécessitent je l'intervention vais de pas JPN? parler de la ville de Lyon parce qu'on avait beaucoup plus de départements Pour les 14 en zone de départements. compétence, mais c'est très aléatoire. C'était très aléatoire. On pouvait vivre 2 3 mois sans que la permanence ne sonne. Donc ça veut dire 3 mois, juste vous entraîner. Juste de l'entraînement, Ok. des missions de protection rapprochées, Oui. des interpellations domiciliaires. Mais ce qui nous permettait de vraiment évaluer nos compétences et nos acquis, c'était les missions de prise d'otage Mm. et de forcenés armés retranchés par rapport à tout ce qu'on pouvait ressentir et par rapport à la mise en place d'une stratégie et de techniques d'intervention. Donc ces missions-là, ces missions prioritaires, ça pouvait éventuellement, on pouvait en avoir 3 4 par mois, donc une voire 2 par semaine, et pendant 3 mois ne plus en avoir aucune. Voilà. Ok. C'était très aléatoire. Par moments, c'était Marseille qui était très sollicité, puis par d'autres moments, c'était Lyon, puis Lille. Voilà, ça dépendait. Mm. Et comment est-ce que tu as vécu la première prise d'otage sur laquelle tu es intervenu? Alors, une des premières prises d'otages, parce il y en a eu plusieurs dont je me souviens un petit peu moins, parce que ça remonte à pas mal de temps. Mais celle que j'ai en mémoire, c'est celle qui est arrivée en 1996 au Puy-en-Velay. Donc, je m'en souviens particulièrement parce que je me suis fait tirer dessus. J'étais positionné avec mon binôme dans une des pièces qui se trouvaient les plus proches de l'individu qui s'était retranché. Il retenait en otage sa famille. Et à un moment donné, un des collègues a été vu, c'était pas moi, hein, mais en fait, je vois que le forcené se dirige vers un des collègues qui était un petit peu plus en avant que moi au niveau du couloir, et je le vois lever son fusil à pompe. Et à ce moment-là, moi, je sors avec mon arme pour attirer l'attention afin que le collègue puisse, parce que le collègue était au sol, il n'avait pas vu, il était caché par un petit muret. Et l'individu, lui, l'avait vu. Donc moi, je suis sorti pour attirer l'attention de l'individu. J'ai fait l'objet du tir.
Donc il m'a tiré dessus et j'ai pris sur moi, j'ai pris quelques petits plombs et un petit peu de verre, mais ça a permis à mon collègue de pouvoir rapidement rentrer dans la pièce et se mettre à couvert. Donc l'individu est sorti, il a tiré une fois, il est rentré dans la pièce. C'était en 96 au Puy-en-Velay et cette intervention se passait au niveau du palais de justice. Ok. Ouais, donc une des premières, tu prends un tir. Je prends un donc tir ça marque. et ça marque d'autant plus parce que c'était le 24 décembre. Et je me souviens que juste avant le tir, avec mon binôme, on se partage la moitié d'un papillote. Voilà, c'est la petite anecdote sympa. Sympa. Mais oui, je m'en souviens. Ce tir-là, tu l'as pris dans le gilet ou tu as pris... Je le prends dans le haut de mon gilet. Donc j'avais du classe 3, donc ça va. J'avais la collerette, je le prends sur le haut du gilet et sur la visière de mon casque. Donc c'est marrant parce que je les ressens. J'ai eu l'impression ce jour-là que les projectiles, j'ai pas vu ce que c'était, hein. Il y avait un mélange de petits morceaux de verre et de plomb. Je les vois arriver au ralenti. Voilà, et en discutant avec nos psychologues, avec d'autres personnes, il s'avère qu'effectivement, souvent, sur ce type de situation un petit peu traumatisante, hein, psychologiquement, le cerveau réagit différemment et voit les choses arriver de façon très très lente, un petit peu comme si c'était au ralenti. Et ça a été le cas pour moi. Ok. Et tu as eu un impact physique ou... Non, c'était l'individu. En fait, l'individu était juste derrière le sas d'entrée d'accueil du palais de justice. Quand il voit que ça progresse au niveau du sol, il sort de sa pièce. Ça dure 3-4 secondes, je le vois avec le fusil, il avait une grande barbe, et il tire à travers le sas d'accueil. Donc, heureusement, il ne tirait pas la Brennec, donc il tirait avec du petit plomb, et moi je suis impacté par ce petit plomb-là, qui a déjà été freiné par la vitre, et je prends aussi des projectiles liés au verre du sas d'accueil de l'accueil du palais de justice. Ça t'est arrivé d'autres fois de te faire tirer dessus ou c'est la seule fois? Je me suis fait tirer dessus également en Haïti. Donc c'était sur une intervention particulière parce que ça se passe, on est en avril 2008, début d'émeutes. Hein, c'est les émeutes de la fin de 2008. Et là, à ce moment-là, les principaux gangs haïtiens, et notamment de Port-au-Prince, s'en prennent essentiellement aux expatriés occidentaux. Et donc, moi, ça faisait 5 mois que j'étais en mission. Je voulais absolument récupérer l'argent de ma mission, qui était dans ma caisse métallique que je rangeais dans mon appartement. Donc, je n'ai pas respecté ce jour-là les instructions du responsable de l'ONU. Et je suis parti en véhicule avec 2 autres copains pour qu'on aille récupérer ce qu'on avait mis de côté lors de cette mission. Et suite à ça, on est rejoint par un autre équipage. Donc je me retrouve avec 2 autres copains qui étaient avec moi pour encadrer le SWAT de Port-au-Prince. Donc on avait un paquet de munitions avec nous, on avait 2 véhicules. Et à l'issue de la récupération de cet argent qu'on a pu faire pendant ces émeutes-là, parce que ça a attaqué les bâtiments, il y avait des incendies un petit peu partout, on se retrouve bloqué dans Port-au-Prince à ne pas pouvoir rentrer au niveau de l'académie, parce que l'académie de police était le lieu de refuge suite à ce qui se passait. Et ce jour-là, à un moment donné, j'écoute la radio et j'entends qu'il y a un convoi de l'Union européenne qui se faisait attaquer par une centaine d'individus. Donc, une centaine? Ouais. On avait plus d'une centaine d'individus qui arrivaient d'un petit peu partout du centre de Port-au-Prince. Quand ils voient arriver le convoi de l'Union européenne, ils s'imaginent qu'il y a de l'argent, qu'ils ont des bijoux. Donc c'était la guerre civile, 2008 là-bas. Hein. Ils déterraient les cadavres, ils déterraient les morts. Enfin bon, c'était très impressionnant. Et donc on décide d'aller sur le convoi. Et quand on arrive, on est 2 voitures, 2 4x4. Très rapidement, on voit que toutes les vitres des 10 véhicules de l'Union européenne sont pétées. On voit que des gens à l'intérieur se tiennent la tête, se retrouvent en position du fœtus. Et là, très rapidement, on arrive et on tire en l'air. On tire quelques cartouches en l'air et puis ça se recule un petit peu, mais pas trop. Donc on tire un petit peu plus bas, donc on tire au niveau du sol avec des petits éclats qui leur partent un peu dans les jambes. Donc là, effectivement, ça fait un petit peu de place. Sauf que très très vite, ils reviennent sur nous. Nous, on arrive à lever les chauffeurs, à leur dire allez-y. Et à ce moment-là, on se retrouve, nous, confrontés quasiment à une dizaine de mètres à la centaine d'individus qui s'en viennent à nous.
Et à un moment donné, ça tire. On me le dit juste avant. On me dit Chris, fais gaffe derrière toi. Et quand je me retourne, je vois un gars avec une carabine. Bon, c'était quelque chose d'artisanal. Donc je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, je pense du 22 long riff. Et j'étais fort heureusement équipé ce jour-là. Et je prends l'impact au niveau de l'omoplate, je ne la sens pas beaucoup, avec l'adrénaline et la peur. On voulait surtout que le convoi reparte. Donc on fait ce qu'on avait à faire. Moi je me retourne, je suis impacté, je vois l'individu, il regarde son arme, moi je l'impacte, il tombe. Ça fait reculer une vingtaine d'individus qui étaient à proximité immédiate. Et là le convoi repart et on remonte dans nos véhicules et on repart en les suivant. Voilà. Ok. Donc ça c'est bien fini. Vous Oui. avez pu sauver les gars. Oui, ils sont repartis. Et toi, c'était dans le gilet ou c'était au-dessus C'était dans le gilet, dans le juste au gilet. niveau de l'omoplate. Ouais, ouais. Ouais. Et On avait 22, moi, ça va. voilà, j'ai quasiment rien senti. Oui. Donc après, dans le véhicule, bon, tu sais comment ça se passe. On fait le petit check général. Et là, effectivement, l'ogive, elle était juste dans le Kevlar, dans le haut du Kevlar. Donc je l'ai gardé pour le souvenir. Ça porte bonheur. Ouais. Tu l'as encore? Ouais. Ok. Super. Je sais pas si ça porte bonheur, hein, mais bon. Faut que je l'ai gardé. Très bien. Donc, tu as été opérateur au sein du JPN pendant combien d'années avant de basculer sur la partie plus encadrement? Enfin, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, si tu veux, tu pouvais dans un GIPN être chef opérationnel et basculer la semaine d'après dans la colonne. Ok. Tu pouvais être négociateur de crise et également te retrouver chef opérationnel. Voilà. Moi, Donc, c'est pas comme dans l'armée où on a un gars qui, si on prend les forces spéciales, un peu l'équivalent, on va avoir la partie commandement et après les opérateurs et ça change pas, quoi. C'est tout le temps. Je vais te dire la vérité là. Maintenant, il y a prescription. Normalement, oui, effectivement, on avait à partir du moment où on passait du côté des cadres de l'opérationnel, on était beaucoup moins confronté directement aux interventions, on était beaucoup moins dans la colonne. Sauf que moi, ça me manquait. Ok. Et on me l'a reproché à plusieurs reprises, ce que je conçois tout à fait aujourd'hui. Et effectivement, quand mon chef de groupe était là, et qu'il y avait des chefs de groupe, des chefs d'équipe, pardon, qui étaient présents, qui avaient autant d'ancienneté que moi, je sollicitais la possibilité d'être dans la colonne pour pouvoir faire partie des premiers à rentrer dans la zone de crise. Maintenant, effectivement, tu as raison, un chef opérationnel doit se tenir en retrait de la situation d'intervention. Quoi qu'il en soit, un négociateur de crise, aujourd'hui, je sais qu'il est quasiment indépendant, même si par moment il peut faire partie de la colonne. Mais à l'époque, un négociateur pouvait être en même temps dans la colonne, sniper ou descendant en rappel. Sniper pour négocier? Non, il était dans son rôle de sniper. Oui. Ce jour-là, il était dans son rôle de sniper. Quand il était négociateur, il faisait partie de la cellule. On avait un sniper n'est jamais, un négociateur ne négocie jamais seul. Il a une équipe. Quand tu as un négociateur, il y a deux souffleurs. Donc il y a deux adjoints qui sont avec lui et qui peuvent éventuellement le conseiller et l'orienter dans l'échange, dans le vocabulaire, dans la sémantique, dans l'attitude, dans le ton. Parce que généralement, quand tu négocies avec un forcené armé retranché ou avec un preneur d'otages, il se trouve ce qu'on connaît tous, hein, l'effet entonnoir, qui ne nous permet pas d'être suffisamment lucide pour capter toutes les informations. Donc on a toujours ces deux collègues-là qui peuvent éventuellement nous orienter en nous disant fais un break ou alors passe à un autre sujet. Hein. Imaginons que l'individu, que le forcené retranché armé soit suicidaire et qui se dirige sur un échange relatif à la religion. Il fallait nécessairement le faire basculer sur un autre sujet de conversation. Parce que ce qui vient après la religion, c'est la mort. Et on voulait éviter au maximum de commencer à les laisser réfléchir à la mort. Donc du coup, quand on ne le capte pas, on avait automatiquement un des deux souffleurs qui nous permettait de nous dire attention, on passe au sujet suivant, ou alors fais un petit break, ou alors ils avaient des petits tableaux Velleda sur des conseils. Voilà, fais-le parler, fais-le s'exprimer sur ses enfants. Voilà, ce sont des petits conseils qu'on peut avoir. Donc
pour le travail du négociateur, effectivement, il n'est jamais seul. Et puis, toujours à proximité, on a le chef de groupe qui est là et qui, lui, décide. Hein. Maintenant, on arrête la négociation, on travaille pour la colonne. Hein. À la différence des anglo-saxons, qui, eux, ont des négociateurs qui sont souvent indépendants des groupes d'intervention, en France, les négociateurs font partie du groupe d'intervention. Donc, il est bien évident que dans un premier temps, sur les premières heures, on travaille pour obtenir une reddition. Mais si au bout d'un moment, le chef de groupe qui, lui, a beaucoup plus de recul sur l'intégralité du dispositif et sur ce qui se passe, il a en même temps les informations qui peuvent lui arriver des services de renseignement, de la préfecture, donc à un moment donné, comme on a pu le vivre sur certaines situations avec des profils terroristes, on oriente la négociation pour que le groupe d'inter puisse mieux intervenir. Comment est-ce que tu as commencé à être négociateur? Tu m'as dit que les formations de négociateurs n'existaient pas encore en France. Non. Comment est-ce qu'on t'a formé? Comment est-ce qu'on t'a fait occuper ce rôle? Alors, ça s'est fait naturellement. À l'époque, ça se faisait naturellement. Et si tu veux, à partir du moment où on est chef opérationnel, on est un peu plus en retrait vis-à-vis des différents postes, que ce soit au niveau des tireurs de précision ou de la colonne. Donc le chef opérationnel est beaucoup plus libre pour pouvoir éventuellement échanger avec le forcené retranché ou avec le preneur d'otages. C'est comme ça que ça s'est fait au départ. Et puis j'ai retravaillé un petit peu ma communication en fonction des profils. Ça s'est fait naturellement avec mon chef de groupe à l'époque, avec des anciens chefs de groupe qui sont venus nous conseiller. On avait également des contacts avec des psychologues. On a commencé à travailler sur ce qui a abouti par la suite, sur une vraie formation avec des stages. Hein. On a des négociateurs aujourd'hui qui vont en stage à Quantico au FBI ou dans les pays du nord de l'Europe pour échanger sur les techniques de négociation de crise, notamment des unités spéciales de l'armée ou de la police. J'ai lu le livre « Ne coupez jamais la poire en deux ». Est-ce que tu connais? Non. C'est un livre d'un ancien négociateur du FBI qui explique un peu comment il négocie, comment faire. Et il parle de ses interventions qu'il a pu faire dans différents pays. Et je trouve ça assez intéressant et je trouve que ça explique bien la négociation et les principes de base. Mais bon, j'ai plus le nom du gars, on va voir ça. Donc la négociation, c'est venu après la prise de rôle de chef opération. Comment est-ce que ça se passe de devenir chef opérationnel au sein du GIPN? Eh bien, je te dirais que c'est le chef du groupe qui donc, si tu veux, on a un organigramme. Dans les unités d'intervention, tu as un organigramme en fonction de ton ancienneté et de ton grade et de tes compétences. Et souvent, les compétences passent avant même le grade. Si effectivement tu disposes des compétences pour pouvoir être négociateur ou pour pouvoir être chef de groupe, même si ça se travaille, même si effectivement tu peux perfectionner certaines compétences, je pense que le leadership reste quand même inné pour la plupart d'entre nous. Alors ça ne fera pas plaisir à mes copains négociateurs qui organisent des formations relatives au management de crise, mais effectivement c'est quand même particulier de pouvoir réfléchir très rapidement avec une très très grosse pression. Et puis là, on n'a pas le temps d'organiser 10 réunions pour en débattre. Il faut anticiper sur ce qui peut arriver de plus grave. Et ça, en l'occurrence, moi, j'aimais ça. Et c'était naturel. C'était naturel, mais quelqu'un t'a désigné? C'est le groupe? Oui, alors bien vote, sûr, oui. Alors, lorsque j'étais chef opérationnel, ça s'est fait naturellement parce que j'étais le seul à pouvoir échanger, avoir des informations sur la position d'individus à l'intérieur de l'appartement. On savait qu'on allait rentrer. Donc les négociations étaient très orientées par rapport à l'intervention. D'accord ? Et puis par la suite, je l'ai fait également en présence de mon chef de groupe. Et c'est ce dernier qui m'a demandé, on était en fin de semaine avec deux, trois autres copains du groupe, si on était d'accord pour participer à une formation en interne pour pouvoir mieux négocier avec
ces profils qui étaient les preneurs d'otages ou les forcenés armés retranchés. Donc on est parti sur une formation qui a duré sur plusieurs jours, échelonnée, avec la présence de psychologues, d'anciens du groupe d'intervention. Et puis on avait mis en place également un dispositif, c'est-à-dire qu'à l'issue de chaque intervention, de chaque négociation, on avait un rétex, un débriefing opérationnel à faire entre nous, à faire avec le chef de groupe, à faire avec les psychologues, et on communiquait avec les autres groupes. Et donc ça nourrissait un registre qui nous permettait de pouvoir éviter certaines erreurs et de réajuster et de reproduire ce qui avait été bon. Par la suite, une vraie formation avec un diplôme officiel est née, mais c'est arrivé quelques années après. Ok, très clair. Donc le fait de devenir négociateur, ça a été un peu dans le flux des interventions qu'on t'a mis en posture. Et pour devenir chef opérationnel, tu as été désigné? Oui. Et comment ça fonctionne, ça? Alors en fait, tu es en fonction de ton grade et de ton ancienneté au sein du groupe, automatiquement tu montes dans le groupe. Tu peux te retrouver, généralement, on ne te nomme pas chef d'équipe dans l'équipe dans laquelle tu as bossé. Tu te retrouves chef d'équipe dans une autre équipe. Voilà, pour des raisons pédagogiques, de management, on fonctionnait comme ça. Et une fois que tu étais chef d'équipe, tu pouvais te retrouver numéro 4 ou numéro 3. Et à partir de là, tu pouvais organiser un dispositif et même travailler sur un poste de commandement de crise avec des autorités, en étant numéro 3 ou numéro 4. Et puis en étant numéro 3 ou numéro 4, en fonction de ton ancienneté toujours, tes compétences, tu pouvais très rapidement être l'adjoint du chef de groupe. Et en tant qu'adjoint du chef de groupe, tu étais chef opérationnel sur les missions opérationnelles. Ok. Donc le chef de groupe, c'est le numéro 1? Oui. On a le chef de groupe qui commande les 24 personnes, c'est ça? Exactement. Donc généralement, à notre époque, c'était un commandant de police et tu avais un adjoint qui était major de police. D'accord. Et donc toi, tu as eu l'occasion d'être adjoint? D'être major et adjoint au chef de groupe. Ok. Et le chef de groupe, lui, du coup, il va commander, planifier les opérations. L'adjoint va l'aider à planifier, mettre en place les procédés d'intervention, par exemple dire, là, ce sera une effraction froide, on va péter la porte de cette manière-là, tout ça, et va être présent avec la colonne, alors que le chef de groupe sera un peu plus en retrait. Alors, le chef de groupe a toujours son adjoint à côté de lui. Okay. Voilà, c'est la particularité que moi j'ai pu avoir lorsque je l'ai été au début, mais j'ai dû me plier. Adjoint détaché. Voilà, je voulais continuer à en faire partie, mais bon, j'ai été recadré et le boss avait tout à fait raison. Donc voilà, ça a duré quelques mois, mais très rapidement, je me suis retrouvé dans les postes de commandement opérationnel avec le chef de groupe. Donc au niveau du PC opérationnel, du PC crise, tu avais le numéro 1, tu avais son adjoint, et ensuite, tu avais un des souffleurs des négociateurs qui venait faire le relais sur les informations qu'il pouvait avoir sur ce qui était en train d'être échangé entre le N1 et le forcené ou le preneur d'otage. Et ensuite, tu avais différents postes. On était en contact radio. Tu avais les snipers qui étaient sur le toit ou sur le dernier balcon. Tu avais l'équipe EFRAC avec la colonne qui était demi-palier inférieur par rapport à l'appartement qu'on visait ou en extérieur si on était sur une villa. Et tout ce joli monde communiquait par radio. Mais tu avais toujours le numéro 2 avec le chef. Le numéro 2 amène le côté opérationnel, mais c'est le chef qui tranchait, qui donnait son option. Bien évidemment, sur une année, je me suis trouvé à plusieurs reprises être le seul, donc être le numéro 1, parce que le numéro 1 prenait des jours de congé, donc on prenait des astreintes qui se succédaient, et effectivement, tu te retrouves en tant que numéro 2, numéro 1 sur certaines opérations. C'est ce qui m'est arrivé sur quelques interventions en fin de carrière au GIPN. Et comment tu l'as vécu, ça? Je l'ai vécu comme une très très lourde responsabilité, parce que quand tu as ton chef qui est à proximité, tu ressens la pression, mais tu travailles un petit peu comme un robot. Tu fonctionnes avec des automatismes que tu as perfectionnés à l'entraînement, que tu travailles régulièrement. Donc voilà,
Oui, Ça laisse peu de place aux émotions, si tu veux. Tu sais que tu dois rendre des comptes, qu'il y a quelqu'un derrière Voilà. et que Et tu es dans ton rôle de chef opérationnel. Voilà, tu dois penser, clac, il se passe ça, les snipers, ils doivent se mettre en position. Il se passe ça, attention, les varapeurs, mettez-vous sur vos cordes. Tu travailles un petit peu comme sur un robot et tu prends pas la mesure de toute la responsabilité. Quand tu te retrouves chef, que tu te retrouves numéro un, tu prends une grosse chape sur les épaules parce que tu es responsable de la vie de tes gars. ouais, tu t'es retrouvé isolé, tout seul, à devoir prendre des décisions et à devoir Tu n'es te pas dire- isolé parce que tu travailles Non, avec... isolé dans les choix. Bien Que c'est sûr. toi qui Oui, et alors- que tu es seul pour prendre les décisions et que tu peux pas demander conseil. Exactement. Et tu connais ça. Et t'es tout seul et c'est toi qui Et tu dois connais ça. prendre cette décision. Donc tu as les chefs d'équipe qui peuvent être à proximité. Tu as les autorités. Quand tu interviens sur une prise d'otage ou un forcené armé retranché, imagine dans une ville française, tu as le préfet qui est sur place, le maire, tu as le DIPN, le chef des pompiers. Enfin, tu as vraiment un nombre important d'autorités. Et toi, tu es le sachant. Tu es celui qui va prendre la décision. Avec des responsabilités importantes, parce que je t'ai parlé effectivement de la responsabilité que tu as vis-à-vis de tes gars, mais tu as la responsabilité aussi de la vie des otages, et même du forcené, voire du preneur d'otages. Parce que pour nous, si effectivement le preneur d'otages ou le forcené était blessé ou tué sur une intervention, c'était un échec. L'objectif, c'était de pouvoir neutraliser ce type d'individu sans utiliser les armes létales. Et dans 98% des cas, on arrivait à mettre en place nos dispositifs pour arriver à ce résultat-là. Et donc, tu as une grosse responsabilité vis-à-vis de vie humaine. Là, on ne parle pas d'un bénéfice de fin de mois ou d'un déroulement de carrière. On parle vraiment de la vie de gens qui vont être exposés en une fraction de seconde. Et là, il faut faire le bon choix. Et quand tu présentes ce choix opérationnel, il faut que tu en sois certain à 300%. Parce qu'il faut que tu arrives à convaincre tes chefs d'équipe, les autorités qui sont présentes. Et tout ça, tu dois le faire de façon sereine, en démontrant de l'expérience et un calme particulier. Donc ça t'impose quand même des responsabilités. Alors, moi j'aimais ça, mais je te cache pas qu'à la fin d'une intervention, tu es vraiment épuisé. Les copains, moi je l'étais dans la colonne, je l'étais aussi épuisé après une intervention qui durait, mais en tant que chef opérationnel, tu l'étais davantage. Parce que tu avais cette partie responsabilité psychologique qui te prenait pas mal d'énergie. Je comprends. Qu'est-ce que tu as préféré entre être opérateur ou être chef opérationnel? Alors, c'est pas du tout la même chose. Quand tu es dans la colonne, quand tu fais partie du groupe opérationnel, tu es dans l'action. Tu es dans l'action et tu as moins de recul que quand tu es chef opérationnel ou négociateur. Et donc, tu fonctionnes un petit peu comme un robot, comme je disais tout à l'heure. Donc, tes mouvements, tes techniques, elles sont automatisées. Quand tu te retrouves au poste de commandement à prendre les décisions, à présenter des dispositifs ou des choix, eh ben, tu réfléchis beaucoup. Tu réfléchis aux conséquences de notre action si jamais ça ne se déroulait pas comme ça devait se dérouler. Tu anticipes les problèmes. Voilà, on a une équipe EFRAC, on compte 3 secondes ou 2 secondes et demie pour ouvrir la porte. Si on met 10 secondes, est-ce qu'il aura le temps d'aller dans la chambre pour s'en prendre aux otages? Voilà, donc automatiquement, tu es obligé de prendre en compte toutes les éventuelles conséquences négatives de ton choix si ça se passe mal. Et voilà, ça t'impose une capacité de réflexion très très rapide et qui se soumet à des responsabilités lourdes. Donc pas le même métier, pas les mêmes responsabilités. Non. Mais au niveau personnel, au niveau de quand tu terminais tes journées, tu étais plus content en tant qu'opérateur ou en tant que chef opérationnel? J'ai aimé les deux rôles. J'ai vraiment apprécié les deux rôles. Quand tu rentres avec tes frères d'armes, avec tes potes, quand on est 10, que ça vient de tirer, que certains ont été impactés et qu'il faut rentrer, qu'on est les seuls à pouvoir faire ça. Ce que ça déclenche sur les relations que tu peux avoir avec les gars avec qui tu rentres, c'est inexplicable. On pourrait
en discuter pendant des heures, et à part ceux qui l'ont connu, c'est difficile à exprimer. Et puis ce rôle de chef opérationnel, en étant un petit peu plus distant vis-à-vis de l'action, c'était également hyper intéressant dans le sens où effectivement tu dois tout anticiper et puis tu dois présenter un profil opérationnel rigoureux à des autorités qui ce jour-là sont dépendants de toi. Tu peux avoir un ministre qui va être dépendant de toi. Et donc il faut que tu présentes quand même certaines garanties, de l'assurance. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que ce leadership-là, même si tu peux le perfectionner, je pense que pour beaucoup d'entre nous, si tu ne l'as pas à la base, c'est difficile. C'est difficile d'avoir cette personnalité qui va pouvoir impacter et influencer toutes ces autorités. Et puis en tant que chef de groupe, j'en ai pas parlé, mais tu as une pression supplémentaire qui est moins importante que les précédentes. Mais effectivement, tu te dois, tu as l'écusson du GIPN ou du RAID, tu te dois de montrer à toutes les autorités, aux médias qui sont présents, qu'on a fait le bon choix de choisir cette unité-là pour ce type d'intervention. Donc voilà, tu n'as pas envie de vivre un échec. Et quand tu le vis, bien évidemment, ça arrive. On rebondit, on échange et on essaye de réajuster ce qui peut l'être, parce qu'effectivement, il y a certaines interventions qui n'ont pas fini comme on l'aurait souhaité, qui n'auraient pas pu finir autrement, quel que soit le dispositif mis en place, malheureusement. Donc un niveau de responsabilité énorme, et aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand même une grosse charge émotionnelle de travailler dans ce milieu-là, dans le terrorisme. Comment est-ce qu'on gère ça? Et comment est-ce qu'en tant que chef opérationnel, tu réussis à faire en sorte que tes équipes et que les opérateurs se sentent bien après une intervention qui peut bien ou mal finir, mais qui dans tous les cas est chargée émotionnellement et en temps de pression. Et parfois même en fatigue. Donc, alors, même si effectivement j'ai pu participer et diriger certaines interpellations domiciliaires sur des profils terroristes, moi j'étais pas à Paris en 2015 et j'étais pas à Toulouse en 2012, donc on a juste échangé avec les copains qui eux étaient présents. Les terroristes ou preneurs d'otages. Hein, ah d'accord, alors sur une situation, je parlerai, on revient sur ma première intervention en Puy-en-Velay, 12 heures. 12 heures d'intervention, chacun dans son rôle, et là effectivement, il faut absolument préserver la lucidité de tous les opérateurs, et c'est le rôle du chef de groupe et des chefs d'équipe. Donc on se relaie, on a la possibilité de pouvoir relayer les binômes en fonction du dispositif qu'on a mis en place. On travaille beaucoup avec les TOP, je ne sais pas si tu en as entendu parler, les techniques d'optimisation du potentiel, qui ont été conceptualisées par un docteur militaire français. Oui, qui a revendu la marque TOP, et du coup aujourd'hui on est passé sur les ORFA. Exactement. Alors, optimisation des ressources des forces armées. Voilà. Et qui doivent être utilisées pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Travailler son mental, c'est important. Prendre soin de sa tête, c'est important. Ah, c'est primordial. Hein. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, avant de travailler sur le physique, il faut travailler sur un solide mental. Et c'est top, ces techniques d'optimisation du potentiel qui au départ étaient destinées aux sportifs de haut niveau, ont très vite intégré les dispositifs d'entraînement des chasseurs, des pilotes de chasse de l'armée française, et puis tout ce qui était unité spéciale de l'armée et effectivement de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Donc on a très vite travaillé sur ces tops. Ça nous permet de pouvoir visualiser, préparer des situations d'intervention, mais également de pouvoir récupérer très très vite. Donc ce sont des techniques assez simples qui nous permettent de pouvoir récupérer sur un tabouret, dans un angle de pièce, en étant à 4 mètres d'un individu qui retient en otage une dizaine de personnes. Donc on a ces techniques d'optimisation du potentiel qui nous permettent de pouvoir effectivement récupérer très très vite. On a un travail de gestion humaine de la part des chefs d'équipe, et puis la vérité c'est qu'on a aussi beaucoup d'opérateurs qui rentrent dans ces unités-là avec une génétique particulière et qui s'imposent un entraînement sportif
une hygiène de vie qui permet de pouvoir résister un peu plus que n'importe quelle personne au sommeil, à la faim et au stress. Hmm. Donc ça, c'est pendant l'opération et après une opération, il y a des psychologues ou Alors, comment c'est géré, comment ça se passe? en fonction de l'intervention et de l'issue de l'intervention, on a un débriefing avec des psychologues. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, quelle que soit l'intervention, on a un débriefing opérationnel avec les gars qui sont intervenus. On a ensuite, en fonction de ce qui s'est passé, la possibilité de pouvoir organiser des échanges individuels avec des psychologues. Donc là, les gars qui ont fait partie de l'intervention ont le choix, ou pas, de voir le psychologue, mais qui est détaché pour le groupe d'intervention. Par contre, si on a un usage d'armes, ou qu'on a été amené à intervenir sur un drame puisqu'on a des décès, automatiquement l'échange avec le psychologue se fait. Voilà. Et puis derrière, on a généralement, c'est pareil, en fonction de l'intervention, on a une semaine de repos à prendre et on reprend par une semaine où on vient s'entraîner avant de repartir en inter. Et la plupart des opérateurs le vivent bien sur le long terme d'être dans ces unités-là? Oui, alors généralement, il y a très peu d'opérateurs à qui on demande de partir. Les gens partent d'eux-mêmes. C'est pour te dire que quand on y rentre vraiment quand on tourne la page. Et quand on commence à y réfléchir, c'est qu'on a déjà tourné la page. Donc, On reste combien de temps dans ce genre d'unité en général? bon, je dirais entre 10 et 15 ans, ça Ah peut oui. aller. Moi, je suis resté un Oui, petit donc peu c'est plus des bonnes longtemps, carrières. mais c'est des belles carrières dans les groupes d'intervention. Effectivement, après, bon, à partir d'un certain âge, on commence à ressentir les blessures différemment. Et comme dans les groupes d'intervention au GIPN, on s'imposait du numéro 1 au numéro 24 à participer à tous les entraînements, que ce soit le footing, les sports de combat, le tir, l'escalade. Voilà, donc quand effectivement tu as été blessé à plusieurs reprises, ce qui a été mon cas, à partir de 40-45 ans, tu commences à réfléchir à ce que tu peux faire après. Et généralement, tu t'en vas à l'issue. Hmm. Donc toi, tu as quitté parce que tu as senti que ton corps commençait à avoir un peu plus de mal à suivre le rythme. Ouais, j'ai commencé à me poser la question. Et à partir du moment où tu commences à te poser la question, Ouais, c'est qu'il faut c'est y aller. qu'il faut peut-être réfléchir à ce que tu peux faire après. Mais la décision, elle est très très difficile parce que tu perds beaucoup de choses. Moi, ce qui a motivé ma décision aussi, c'était de me rapprocher un petit peu des filles qui vivaient chez leur maman, de qui j'étais divorcé. Donc voilà, à cette époque, j'ai eu une opportunité en rencontrant le directeur central de la sécurité publique de pouvoir prétendre à un poste qui allait se créer, qui pouvait se créer pour moi dans le sud. Et donc j'ai saisi l'opportunité. Hmm. Et donc après, tu es parti sur quoi? C'est quoi ce poste-là? Ah, donc je me suis retrouvé chef d'une unité de formation pour la police nationale dans l'Hérault. Donc j'avais à gérer entre guillemets plusieurs instructeurs de la police nationale qui allaient encadrer les séances de tir ou les techniques d'intervention de tous les policiers de Montpellier, Sète, Agde et Béziers. Ok. Donc une belle évolution, on entre en gardien Une de la paix. évolution intéressante puisque Ouais. j'ai quand même pu, pendant cette période-là, continuer à être sur le terrain puisque je sortais beaucoup avec les copains de la BAC de Montpellier pendant les quelques années qui ont suivi et ça m'a aidé un petit peu à Accepter le départ. accepter ce que j'avais connu au sein du GIPN pendant toutes ces années. Ok. Donc comment est-ce que tu as vécu ce changement de carrière globalement? Pas évident, ça n'a pas été évident parce que tu perds quelque chose d'important, tu perds des frères d'armes et tu perds également une cohésion que je n'ai jamais retrouvée. Hmm. Ouais, donc jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas retrouvé l'équivalent et c'était pour toi, j'imagine, les plus belles années de ta carrière, de ce que tu as pu faire. Oui, alors je pense pas qu'on puisse sélectionner des passages de nos vies comme ça. On vit des beaux moments quand on est enfant, quand on est ado. Donc j'ai vécu des moments exceptionnels en étant en GIPN. J'ai vécu des moments exceptionnels quand j'étais
simple policier, sans que ce soit péjoratif, en police secours, et j'ai vécu des moments magnifiques quand j'étais en bac. Puis par la suite, j'ai vécu aussi autre chose dans le cadre de la formation, puisque j'ai pu également créer ma micro-entreprise de formation et me lancer dans l'extra-professionnel. Mais effectivement, le départ du GIPN m'a pas mal impacté. Et effectivement, quand pendant 17-18 ans, tu vis 24 heures sur 24 avec des profils qui te ressemblent. On s'invitait chez soi, donc on se connaissait par cœur. Donc quand tu quittes ça, c'est comme si tu quittais ta propre famille. Donc c'est pas évident. Tu continues de les voir aujourd'hui? Oui, certains je vois régulièrement. Donc dans les groupes, ça évolue pas mal. J'ai 55 ans, donc les mecs que je connaissais commencent un petit peu à vieillir. Mais il y en a certains qui sont encore en unité et que je vois avec plaisir quand je peux les voir. Super. Pour qui, selon toi, c'est fait d'aller dans ce type d'unité opérationnelle? Il faut quel profil pour être prêt à y aller? Alors, c'est difficile à dire. Je te dirais que si je devais conseiller un jeune policier, hein, parce qu'on parle de groupe d'intervention de la police nationale, je lui conseillerais d'abord de faire un maximum de terrain en tant que policier dans une police secours, donc de policier généraliste, de se forger d'abord un solide mental avant de faire des perfs au niveau physique. Et puis à l'issue, de comprendre qu'effectivement, s'il intègre ce type d'unité, il devra faire des choix à certains moments de sa vie. Et quand on te sollicite pour partir à l'étranger, tu peux refuser une ou deux fois, mais c'est compliqué de pouvoir refuser à chaque fois parce que du coup, tu fais partir d'autres copains qui ont aussi des vies de famille. Donc, dans l'équilibre de la vie d'un groupe, tu es quand même obligé d'accepter assez régulièrement des absences. Donc, il faut se préparer à ça et s'imposer également une vie de famille, parce que la vie de famille est hyper importante dans la vie d'un opérationnel de ce type d'unité, parce que ça va lui permettre de l'apaiser, de revenir un petit peu à des choses simples de la vie, parce qu'effectivement, quand on part à l'étranger, dans un pays comme l'Afghanistan ou Haïti, on vit des choses parfois exceptionnelles. On a même l'impression parfois qu'on ne l'a pas réellement vécu, tellement c'est dur à vivre. Et de revenir un petit peu dans le cocon familial, de faire le ménage à la maison, de participer à la vie de la maison, d'emmener ses enfants à l'école, c'est important pour l'équilibre. Mmh. Complètement. Et la vie de famille, je pense que c'est un pilier de stabilité dans la vie d'un militaire ou d'un policier, et que c'est super important de réussir à trouver ce pilier-là, surtout pour ce type de métier. Et c'est pas facile de réussir à avoir cet équilibre-là. Moi, dans mon cas, j'ai passé 3 ans en célibat géographique. C'est pas drôle tous les jours, mais c'est important parce que ça permet, même quand on est à distance, ça permet de garder, je sais pas comment dire ça, mais ouais, un ancrage, un pilier qui nous permet de compenser avec beaucoup d'irrégularités de la vie d'un militaire ou d'un policier. Pour en revenir sur les missions d'un opérateur du GIPN, donc toi, tu as été amené à partir pas mal de fois à l'étranger. Oui. Quand tu pars à l'étranger, c'est principalement de la protection rapprochée, c'est ça, ou il y a d'autres types de missions possibles? Alors, ça dépend. Tu peux partir dans le cadre de la protection d'un ambassadeur dans certains pays, quand on a des informations qu'effectivement ce dernier peut être exposé. Tu peux partir également sur des missions de formation d'autres groupes d'intervention étrangers dont les gouvernements sont nos alliés ou sont nos amis. Et puis tu peux te retrouver sur des missions de protection rapprochée ou de formation qui finissent en mission opérationnelle, comme ça m'est arrivé sur ma première mission en Afghanistan en 2005, où je me suis retrouvé en plein fief taliban, au milieu des montagnes de Jalalabad, pour détruire des laboratoires talibans de fabrication d'héroïne. D'accord. Donc, quelle différence entre un policier du GIPN qui se retrouve là-bas et un militaire finalement? Alors, je t'avouerai que ce que j'ai fait là-bas, et il y a très peu de policiers et très peu même de policiers du GIPN ou du RAID qui l'ont fait.
je dis pas que enfin j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, hein. J'ai eu de la chance de pouvoir le faire. Moi, j'estime que j'ai eu de la chance. C'était dangereux, mais c'était exceptionnel de vivre ça. À l'époque, je m'en suis pas rendu compte. Bon, c'était dangereux effectivement, mais au départ, on est sollicité en Afghanistan pour former les NIU, les Narcotic Intervention Units. C'est une unité d'intervention afghane qui était formée un petit peu au départ par les Américains pour combattre le trafic de drogue qui aboutissait en Occident. Donc on se retrouve avec mon chef de groupe de l'époque à loger chez les Blackwater. Donc les Blackwater c'était grosso modo une entreprise privée payée indirectement par l'État américain, donc composée d'anciens Navy Seals, d'anciens militaires d'unités spéciales américaines. Et donc on loge chez eux. On devait les aider à former les NIU. Et on a pas mal sympathisé avec eux. Un des responsables opérationnels des Blackwater à Kaboul en 2005, c'est un Anglais, Marcus, c'était pas son vrai nom, je le sais, mais voilà. Il s'est présenté comme s'appelant Marcus, et ce dernier nous a proposé un jour, sur les quelques semaines où on était en mission, de participer à une opération. Et on a les informations au fur et à mesure qu'on avance. Lorsqu'on part de l'aéroport dans les hélicos américains, on apprend ce qu'on va faire, et donc là on nous donne notre rôle, et puis ça ne se passe pas du tout comme c'était prévu. Quand on est déposé sur la zone, on se retrouve en premier de colonne avec mon chef de groupe, donc devant les NAU, devant les copains des Blackwater, et on fait le job, et puis malheureusement on se retrouve confronté à une dizaine de combattants locaux qui étaient entre guillemets pas des talibans, c'était des combattants des villages voisins qui protégeaient ces laboratoires de fabrication d'héroïne. Et donc c'est vrai que de se retrouver dans cette config, après avoir été déposé dans la montagne, on a marché pendant 6 heures avec un gros sac à dos, avec pas mal de chargeurs. J'étais équipé d'une Kalachnikov et donc on a fait ce qu'on devait faire. On a fait des belles photos. Et quand on est rentré, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'était vraiment pas du tout le boulot d'un policier, de se retrouver comme ça dans une configuration, dans un tel coin. Mais voilà, c'était une chance de l'avoir vécu, et je suis content de l'avoir vécu. Et il y a eu un reportage, parce que les Blackwater, à l'époque, pour l'anecdote, nous avaient demandé à nous, Français, c'était la première fois qu'on pouvait accompagner des équipes comme ça, des Blackwater, sur ce secteur-là. Donc j'avais une caméra, j'avais un caméscope, et donc je devais filmer, et à l'issue de ce film, ils allaient nous faire un montage qui nous filerait dans la foulée. Et ce montage, on l'a filé à des journalistes d'M6 qui étaient logés par le chiffreur de l'ambassade de France à Kaboul, et les images de notre opération ont été diffusées sur M6 à envoyé spécial un dimanche soir. Super. Vidéos que j'ai gardées, bien évidemment, qui sont sur mon ordinateur. Voilà. Trop bien. Et comment ça se fait, du coup, qu'en tant que policier, tu te retrouves à faire ça? C'est le ministère de l'Intérieur qui vous envoie Alors, c'était, pour être vraiment sincère, c'était pas du tout prévu. Oui, donc notre mission officielle, c'était de la formation. Donc vous étiez pour de la formation sur place. Ça a un peu dérapé par rapport à... Ça n'a pas dérapé parce qu'effectivement, l'information qui nous est donnée la veille de l'opération, on partait à 3h du matin, on la transmet quand même à l'attaché de sécurité de l'ambassade de France, en lui disant qu'effectivement, bon, on a présenté la mission comme une formation sur le terrain. Exactement. Oui. Pour mieux former les gars qu'on allait former, il fallait qu'on sache quel était leur rôle sur le terrain. Et donc, on lui a annoncé qu'on allait être observateur dans le cadre d'une petite mission qui allait se faire autour de Kaboul. Bon, ça s'est fait en plein fief taliban, dans les montagnes de Jalalabad, et derrière, voilà, ça a été plutôt positif, parce que je sais qu'à l'époque, c'était M. Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, et donc le fait que des policiers français participent
au combat contre le trafic de drogue en Afghanistan, ça mettait en avant le ministère intérieur. Super, donc un bon retour. Même si on n'a pas fait grand-chose. On a juste tiré dans des bidons. Voilà. Bon, bah ouais, mais faut quand même y aller, faut quand même le porter le sac en pleine Et montagne. ouais, on a perdu, je crois, 4 ou 5 kilos de flotte en une journée. Ah ouais. Donc vous avez fait ça, mais du coup, moi, en tant qu'ancien militaire, je me dis, mais du coup, si un policier peut partir faire ça, enfin, bon, tu m'as expliqué, il y a quand même une différence entre la mission théorique qui aurait dû avoir lieu et la mission réelle qui s'est passée. Mais du coup, un policier peut quand même partir à l'étranger de manière régulière dans ce type d'unité-là pour de la formation, pour de la protection rapprochée. Oui, à l'heure Il y a actuelle, pas mal d'occasions. à l'heure actuelle, tu as une organisation de gestion de groupes, donc des antennes RAID, pour aller renforcer les ambassades françaises dans certains pays, hein, notamment le Liban. On sait qu'il y a la Syrie qui va réouvrir, et puis tu as d'autres ambassades en fonction des événements géopolitiques qui peuvent arriver, qui peuvent être renforcés par des effectifs. Donc, au niveau de la DCI, la Direction de la coopération internationale, et du ministère des Affaires étrangères, ils se partagent le boulot entre aujourd'hui le RAID, donc à l'époque c'était les GIPN et le RAID, et le GIGN. Ouais. Voilà. Et donc, par exemple, l'Algérie, l'ambassade de France en Algérie, c'est une compétence du GIGN. Le Liban à Beyrouth, c'est une compétence du RAID. Okay. L'Afghanistan était une compétence des GIPN et du RAID. Voilà. Et puis on se dispatche un petit peu comme ça les ambassades, même si aujourd'hui, notamment depuis après les attentats de 2015, le GIGN et le RAID travaillent beaucoup plus de concert, mutualisent leur technicité, leur matériel sur les gros dispositifs, que ce soit en France ou à l'étranger. Voilà. Juste avant 2015, chacun travaillait sur sa zone de compétence. Hein. Donc on avait la police avec les GIPN et le RAID sur le milieu urbain, et le GIGN sur les aéroports et le milieu rural. Aujourd'hui, en cas de situation grave, très rapidement, les groupes d'inter sont organisés pour pouvoir travailler ensemble dans les antennes RAID, qui peuvent travailler avec des antennes GIGN le temps que des unités centrales de Bièvre ou de Satory descendent pour les renforcer. Ok. Ouais, ça permet. J'avais vu ça sur le nouveau dispositif qui s'était mis en place, qui permettait justement d'avoir une intervention plus rapide, plus pertinente. Donc ça, aujourd'hui, c'est organisé avec la DCI. Ça permet de partir à l'étranger sur des ambassades qui sont désignées. Et pour les missions de formation, du coup, c'est les ministères des Affaires étrangères de deux pays, enfin de la France et d'un autre pays, oui, qui s'accordent et qui disent on a besoin de former tant de personnes, il nous faut 5 instructeurs pour telle compétence. Et ensuite, ça redescend du ministère, c'est à ministère des Affaires étrangères vers l'intérieur, et de l'intérieur, ça redescend vers vous. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. C'est souvent par l'intermédiaire de la direction de la coopération internationale. On a des attachés de sécurité sur place, on a des responsables sûreté, donc il y a des militaires, hein, on a des cadres de l'armée qui sont sur place et qui sont très proches des ambassadeurs. Et puis on a également des attachés de l'intérieur qui sont là. Et dans le cadre de la coopération avec certains pays, on peut monter des dispositifs. Voilà, ça a été le cas au Tchad, au Cambodge, en Guinée-Conakry. On a aidé les pouvoirs locaux à mettre en place des unités d'intervention parce que ces pays étaient menacés par des groupes terroristes. Et vous restez combien de temps sur place? Ça dépend, ça peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. 9 mois? Ouais, Haïti, c'est 9 mois. La mission, c'est 9 mois. Hein, on part là-bas sous le coup de l'ONU. Donc c'est l'ONU qui supervise, entre guillemets, les renforts de police. Donc ce sont éventuellement essentiellement des forces civiles qui vont travailler en Haïti. Et là, effectivement, tu peux te retrouver instructeur à l'académie de police. Moi, en Haïti, j'ai eu la chance de pouvoir commander le SWAT de Port-au-Prince pendant 9 mois. Ok, sympa. Ouais, ça a été sympa parce qu'on a vécu cette fameuse émeute de la faim en fin de mission. Donc, ouais, ça a été particulier.
Et quand vous partez, j'ai une question, je pense que certains se poseront la question. Vous êtes sous un format OPEX où vous avez des primes comme un militaire en OPEX ou c'est différent? Comment est-ce que ça se passe pour la Oui, police? alors effectivement, en fonction du pays, en fonction de la dangerosité du pays, on a effectivement des primes qui viennent se rajouter. Bon, c'est pas énorme hein, par rapport à ce qu'on peut connaître dans le civil. Aujourd'hui, je sais ce qui peut se gagner dans le civil. Donc ça vient se rajouter au salaire de base d'un policier. Hein, on peut avoir, je sais pas, entre 100 euros et 250 euros de prime par jour, sachant que le policier il est nourri et logé sur place. Ok. Alors là, bien Donc évidemment, sur un mois, il y a du un policier danger. classique aujourd'hui par rapport à, enfin, donc pas il y a 20 ans, hein, mais aujourd'hui, on est sur quoi? C'est 1800 euros à peu près de salaire? Oui. Un policier qui a 10 ans de carrière, il touche entre 2000 et 2300 euros. 2000 euros. Voilà, Et donc sur un mois, si on a 100 euros de prime par jour, ça fait 5000 euros. c'est ça, Ok. Donc exactement. ça veut dire qu'on passe de 2000 à 5000. Oui, c'est un peu comme un militaire en Exactement. OPEX, quoi. Voilà. C'est fois 2,5. Ok. Donc c'est pas mal. Donc c'est très bien. Mais C'est dans le très bien. civil, C'est plus pour important. des Ouais. missions, tu penses à des missions de responsable sécurité d'un site Ouais, dans un pays un petit peu des dangereux, tout missions ça? de chef d'équipe pour une boîte privée. Mm. Par exemple, il y a beaucoup de boîtes anglaises, hein, notamment, et belges, hein, qui officient en Afrique ou au Moyen-Orient. Les copains que j'ai vus partir, qui ont quitté la police nationale, ou d'autres copains qui étaient dans l'armée, hein, qui avaient bossé dans différentes unités spéciales, commando ou pas. Je sais que alors c'est très aléatoire, hein. Les gars pouvaient partir, je sais pas moi, ils pouvaient partir sur 2 ans avec des passages sur place de 3 mois, avec des retours maison 1 mois et gagner des salaires bien plus importants que ce qu'on pouvait gagner en tant que policier. Ah bah, dans le civil, c'est clair. Mais bon, après, c'est pas les mêmes métiers non plus. Faut voir pourquoi on le fait. Exactement. Moi, effectivement, on a eu l'occasion lors de notre première mission en Afghanistan d'être assez valorisé par les Blackwater. Alors, est-ce qu'ils s'attendaient est-ce qu'ils pensaient on allait être moins compétent qu'eux? Enfin, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on les a un petit peu surpris par rapport au tir, par rapport aux entraînements qu'on a pu faire avec eux. Et un de leurs cadres, des Blackwater à l'époque, hein, ils n'existent plus, hein, ça s'appelle aujourd'hui l'Académie, pour des raisons qu'on n'a pas le temps de préciser, nous avait proposé De d'intégrer rejoindre. les Blackwater. Et donc c'était effectivement très très intéressant. Mais moi voilà, j'étais très très bien au GIPN, je venais d'être papa. Oui. Donc le but n'était pas de faire ma vie à l'étranger, même pour cette somme-là. Donc j'ai pas accepté. Hmm. C'est quoi cette somme-là? C'est 15 000 euros par mois ou Ouais, c'est- c'est autour de 15 000 dollars par mois. Ouais. Avec, J'avais vu que pour la plupart des boîtes de mercenariat, il y a 10-15 ans, c'était à peu près ces prix-là, mais que ça s'était pété la gueule là depuis 5 ans avec une explosion du nombre de Chinois et d'autres pays d'Asie qui faisaient un peu baisser les prix, qu'aujourd'hui c'était compliqué de alors je trouver des sais bons pas si c'est à contrats. cause des Chinois ou à cause d'autres boîtes, hein, mais effectivement ça a bien baissé et puis là ça remonte un petit peu. Avec l'Ukraine, la Russie, peut-être aussi le nombre de combattants qui est prêt à Après, basculer dans les boîtes privées. ils se rendent aussi compte que toutes les compétences ne sont pas identiques et Hmm. qu'en fonction des postes qu'ils ont à pourvoir dans ces boîtes-là, dans ces boîtes privées-là, bah, ça nécessite un certain professionnalisme et qu'aujourd'hui, le professionnalisme et le choix de vivre loin de sa famille a un prix. C'est clair. Ah bah, partir longtemps, loin. Donc toi, au total, t'es parti dans combien de pays? T'as fait combien de missions à Alors l'étranger? j'ai fait l'Afghanistan à 2 reprises, j'y suis retourné en 2020, juste avant pendant la période Covid. Ensuite j'ai fait le Liban, j'ai fait 3 missions au Liban. Ok. J'ai fait le Cambodge en mission de formation, la Guinée-Conakry, le Tchad, Haïti, donc responsable du SWAT de Port-au-Prince pendant 9 mois, avec cette fameuse intervention sur le convoi de l'Union européenne. J'ai travaillé également au Nicaragua,
Une première mission, c'est formation. Et une deuxième mission, j'ai protégé l'ambassadeur de France, qui était une très belle personne. J'ai vraiment kiffé cette mission parce que je me suis fait un ami. Hein, ça restera monsieur l'ambassadeur de France, mais vraiment une très très belle personne. Après, ouais, voilà, Haïti, je crois que j'ai quasiment tout cité. Donc des pays particuliers qui te permettent de relativiser un petit peu nos petits aléas de nos quotidiens en Occident, hein, avec des peuples qui ont du mal à vivre, à survivre, avec une pauvreté exceptionnelle. Hein. On se pose la question de savoir si notre téléphone va passer, alors qu'eux se posent la question de savoir si leurs enfants vont pouvoir boire le lendemain. Donc voilà, quand on découvre ces mondes-là, ça nous permet de relativiser effectivement ce qu'on peut vivre. Ah bah carrément. Tu as lancé une association, donc Super Héros Grand Cœur. Oui. Est-ce que c'est pour cette raison-là, pour ce que tu as pu voir en mission, que tu as lancé cette... Pas du tout. En fait, l'association Super Héros Grand Cœur est née d'une épreuve personnelle, puisque je suis papy, pour la deuxième fois. Mais ce qui m'a encouragé à faire quelque chose, c'est la naissance de ma petite fille, Joyce, qui a 4 ans aujourd'hui, qui se porte bien. Joyce est née très très grande prématurée, à 24 semaines. Ok. Donc on nous l'a annoncé, on l'a annoncé à sa maman, donc ma fille Manon, morte à plusieurs reprises. Donc tu sais, dans la vie, il n'y a que quand tu es impacté par les choses que tu es sensible à telle ou telle situation. Et là, en l'occurrence, ma petite fille Joyce, avec ma fille, elles ont été hospitalisées pendant quasiment 1 an dans différents hôpitaux du sud de la France, donc sur Bolène, Montélimar, Valence, Lyon, Marseille, puis de nouveau Lyon. Et là, pendant ces différents mois, avec mon épouse, quand on allait les voir, on passait beaucoup de temps, c'était en pleine période Covid. Moi, je te laisse imaginer. Donc, bien sûr, ouais. Je ne pouvais pas aller voir ma petite fille en même temps que ma fille. Donc, il fallait qu'on se relaie, qu'elle attende dans le couloir avec ma femme, que j'aille voir la petite, et qu'ensuite elle y retourne. Enfin bon, voilà, on a passé beaucoup de temps dans les couloirs. Et pendant cette période-là, on a bien évidemment partagé la tristesse de notre fille, mais on a aussi vu la tristesse d'autres parents, d'autres enfants qui déambulaient dans les couloirs avec leur doudou, des parents qui attendaient des diagnostics, des résultats d'analyse. Et donc, je me suis dit, mais c'est quand même triste, les infirmières, elles font ce qu'elles peuvent. Mais c'est très difficile pour tous ces enfants, pour ces parents, ce passage-là à l'hôpital. Et puis le hasard de la vie a fait que quasiment au même moment, j'ai un copain qui était employé dans une association, qui m'a demandé de faire le Père Noël et de descendre en rappel du toit de l'Institut Saint-Pierre de Palavas pour les enfants hospitalisés. Et là, en l'occurrence, quand tu vois ce que ça génère, un simple costume avec un petit peu de spectacle, ça te fait réfléchir à autre chose. Et j'en ai parlé à des copains, comme j'aurais pu t'en parler à toi, qui disposaient des mêmes techniques opérationnelles que moi. Donc on savait descendre en rappel, on n'est pas des experts, mais on sait descendre en rappel d'un bâtiment urbain. Et on s'est dit, si on pouvait se débrouiller les vrais costumes, les véritables costumes de super-héros, alors on n'a rien inventé. Le groupe d'intervention de la police nationale de La Réunion était déjà descendu en rappel il y a 15 ans, avec des costumes pas très chouettes, mais franchement l'idée elle était super sympa pour les enfants. Et je me suis dit, si on arrive à faire la même chose avec les vrais costumes, et qu'on met dans les personnages, dans les costumes, les profils qui correspondent aux acteurs de films, ça peut vraiment matcher pour ces enfants dans les hôpitaux. Donc on a fait fabriquer la médaille du GIPN. Le GIPN n'existait plus, c'était le RAID qui avait supplanté. On avait fabriqué des médailles du GIPN numérotées, on les a vendues sur Internet. Et avec les bénéfices de ces premières ventes, on s'est acheté nos 3 premiers costumes chez Disney, auprès du fournisseur de Disney. Bon, c'était exceptionnel, hein, c'était grâce à un copain qui bossait à l'ambassade de France là-bas. Donc on a réussi à avoir les vrais costumes, on est les seuls à les avoir en Europe. D'accord. On est les seuls à avoir, ils nous coûtent entre 4 500 et 6 000 euros. Le costume Le costume, c'est pas donné. Ah oui. Certains coûtent très très cher. Là, on en commande. Ah ouais, c'est du fait main, enfin c'est un truc de fou. Voilà, ça c'est une matière un petit peu spéciale, hyper moulante, Okay. avec une deuxième combinaison
qui a reproduit les muscles. Donc voilà, c'est pas les vrais personnages qu'on a. On a des faux muscles avec des costumes qui sont vraiment magnifiques. Du coup, c'est fait sur mesure pour les membres de l'association, pour leur taille. C'est fait sur mesure pour les membres. En fait, j'ai, si tu veux, autour de moi, une vingtaine de copains. Et pour chaque costume, j'ai environ 2 à 3 copains qui ont les mêmes mensurations, qui savent descendre en rappel. Et qui peuvent porter les costumes. Parce qu'effectivement, tous les copains ne peuvent pas poser des jours de congé, parce qu'on pose déjà pas mal de jours de congé pour cette association, mais c'est tellement prenant. Et au vu de ce que ça génère, on ne pourra pas s'arrêter tout de suite. Donc voilà comment elle est née. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été un petit peu victime de notre succès. Vous l'avez créée en quelle année? En 2002. 2002, ok. 2022, pardon. 2022. 2022. On a participé à notre première opération en 2021, mais on s'est structuré en association de loi 1901 en 2022. Trop bien. Je ne connaissais pas cette association et je trouve ça fou. Enfin, avoir les vrais costumes et c'est génial. Ça, c'est génial. Bien. Et puis aujourd'hui, on est victime un peu de notre succès. Donc au départ, on a, nous, sollicité des hôpitaux, des IME, des cliniques. Et maintenant, vous avez les demandes qui arrivent. Des associations partenaires, on a des directions, des services de communication de certains hôpitaux, des médias qui nous sollicitent pour certains hôpitaux, pour des IME. Puis on ne se ferme aucune porte, c'est-à-dire qu'on peut intervenir aussi au domicile d'un enfant. Ah oui, trop bien. On l'a fait sur Béziers pour un petit qui est parti malheureusement, et on savait que c'était son dernier anniversaire. On a pu se libérer, on est parti à 4, on a organisé un super spectacle avec la gendarmerie, avec les pompiers. Donc on a fait arriver des personnages sur le toit du camion de pompiers, sur le toit de la voiture de police. Donc c'était chouette, on lui a fait vivre un super moment. Et donc voilà, on se ferme aucune porte. Mais c'est vrai que cette association, elle est particulière, elle est un peu exceptionnelle et inédite parce qu'on a des costumes qui sont magnifiques. On propose des spectacles aujourd'hui avec des partenaires, donc on fait venir les blindés du raid, on fait venir des convois de bikers, donc tu as 30, 40, 50 bikers qui vont débouler devant l'entrée principale de l'hôpital. On a regroupé tous les enfants qui vont déposer les premiers super-héros. On a un deuxième convoi avec un camion de pompiers, des voitures de police, des motards qui auront sur leur toit d'autres super-héros, et on a ensuite 4 ou 5 super-héros qui descendent du toit en rappel pour venir s'opposer aux méchants qui sont déjà en bas. Donc tout ça, ça a créé une petite fête, parce que derrière, il y a pas mal de photos qui sont faites avec les soignants, avec les parents. Enfin bon, ça crée vraiment quelque chose d'exceptionnel dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, on en est quasiment à une centaine d'opérations dans les hôpitaux partout en France et même à l'étranger, parce qu'au mois de septembre, on a été sollicité pour intervenir à Genève, en Suisse. C'était une super opération. C'est incroyable, vraiment bravo pour ce travail-là, incroyable de faire ça. Merci. Et juste techniquement, comment vous faites pour le baudrier, pour pas trop qu'il se voit? Vous avez un baudrier noir par exemple? Voilà, le baudrier se voit, il est noir, on l'a commandé noir chez Petzl, on a un partenariat avec Petzl, donc on a des cordes noires, on a des baudriers noirs, on a des rigs noirs, des gants noirs. Donc là, on va voir parce que on a vu qu'ils faisaient des couleurs, donc on va commander des petits gants spéciaux pour Deadpool, pour Captain America. Donc les baudriers viennent par-dessus le costume. Oui. Et forcément. Oui, et quand on arrive au sol, donc on enlève le rig avec le mousqueton, et généralement on enlève le baudrier pour les photos et pour aller organiser la visite en chambre des enfants qui sont alités, qui n'ont pas pu assister au spectacle. Ok, super. Ouais, pour les gants, si on nique le costume à 4500 € avec la corde. Exactement. Et puis trouver une couturière ou un couturier qui travaille sur ce type de matière, c'est assez spécial. Ouais. Non, mais après des gants de couleur, même si c'est pas des gants de rappel en cuir, je pense que vous pouvez trouver. Après là, pour l'instant, on travaille qu'avec Petzl. Et comme on sait qu'ils vont en faire de couleur, c'est super d'avoir un partenaire avec Petzl. Ouais, c'est bien. C'est directement le meilleur. C'est le responsable de la fondation Petzl, Olivier Perret, que je salue s'il voit cette vidéo. Génial. Pour ceux qui ne connaissent pas, Petzl, c'est une marque d'alpinisme qui fait énormément de matériel, donc cordes, baudrier, tout ça. Et tous les grimpeurs, tous ceux qui font un peu de rappel connaissent en général Petzl. Et super reconversion du coup avec cette association, vraiment génial. Et donc là, la suite pour toi, c'est quoi après cette direction dans le sud, donc d'une école
une école de formation de police? Alors, non, aujourd'hui, moi, là, je suis encore actif jusqu'au 1er avril 2026. Ok. Sauf que j'ai des congés annuels à poser, donc je suis quasiment en pré-retraite. Mais l'association me prend beaucoup de temps. On a des gros projets à venir, notamment en Corse, dans le Nord, à Lille, à Arras. On a un super projet de journée d'inclusion sur le Mont Saint-Michel. Donc on a une opération avec des super-héros qui vont certainement descendre en rappel du Mont Saint-Michel avec un regroupement d'enfants hospitalisés et malades sur toute la région de Rennes et de Saint-Malo. Et j'ai également aujourd'hui cette micro-entreprise qui me permet d'intervenir pour différentes sociétés dans le cadre de formations liées à la gestion de l'agressivité et de la violence verbale. On a de plus en plus de gens qui sont confrontés à une agressivité verbale grandissante de la part du public et même des patients. Et donc moi j'interviens en tant qu'ancien négociateur de crise pour leur donner des outils afin de mieux gérer cette agressivité-là. Et j'interviens également pour d'autres boîtes dans le cadre de la menace terroriste, notamment des tueries de masse de type amok ou terroriste, savoir un petit peu comment on se comporte en présence d'un ou de plusieurs individus armés qui décident de commettre une tuerie de masse ou un attentat terroriste. Et c'est quoi le meilleur conseil? Partir en courant ou... Alors, tout dépend du contexte et dans l'endroit dans lequel on se trouve, mais généralement, la meilleure des solutions, c'est de mettre de la distance entre nous et le danger. Donc effectivement, c'est de prendre la fuite, même si on n'a pas localisé le danger, à partir du moment où vous entendez, je profite de ce podcast pour balancer 2-3 éléments, à partir du moment où vous entendez des détonations ou des cris, quels que soient ces cris, ne cherchez pas à localiser absolument le danger, mettez-vous à l'abri, derrière un arbre, un véhicule, un angle de mur, et écartez-vous de cette zone de crise. Donc pour ceux qui étaient à la plage à Sydney il y a quelques jours là, bon, j'espère que ça ne finira jamais d'arriver ce genre d'événement, mais j'espère qu'on finira par réussir à les limiter le plus possible. J'ai l'impression que là en France c'est quand même beaucoup mieux pour l'instant. On verra ce que ça pourra donner. On dispose de services de renseignement qui sont considérés comme étant les meilleurs au monde avec les Anglais et les Israéliens. Et effectivement, aujourd'hui, on est arrivé à déjouer des attentats de grande ampleur, mais le plus grand risque pour nous, ce sont ces fameux loups isolés, qui sont des individus qui se sont radicalisés, quelle que soit leur religion ou leur opinion politique, et qui se sont radicalisés seuls, qui ne font pas partie, qui ne sont pas dans les radars des services de renseignement, et du coup, on ne peut pas les qui passent à l'acte. Du jour au lendemain avec un couteau, avec une arme de poing ou un fusil de chasse. Mais ça, je connaissais pas très bien moi les réglementations sur les armes en France, mais j'ai rejoint un club de tir en ayant quitté l'armée parce que ça me manquait le tir, et du coup j'ai découvert le tir sportif, et j'ai aussi découvert que je pouvais acheter une arme comme ça et que c'était en fait très facile. Bon, on ne devrait pas dire ça dans le podcast et pas donner d'idées. Je relativise un petit peu le très facile. Aujourd'hui, effectivement, tu peux t'inscrire dans un on est enregistré club de tir. À partir du moment où on a tu es enregistré, il faut que tu ailles tirer régulièrement, c'est pas juste s'inscrire. Et puis ensuite, tu fais une demande en préfecture. Mais pour les armes, alors les catégories, mais les armes en 22 LR, on peut les acheter comme ça, ou les armes de chasse. Après, oui, il y a la demande en préfecture pour les. Alors, il faut être chasseur, catégories A. Ça veut dire qu'il faut avoir une licence de chasse pour avoir des fusils de chasse. Tu peux pas acheter un fusil de chasse comme ça. Il faut avoir une licence de chasse. Et puis pour toutes les autres armes, il faut que tu aies une licence de tireur sportif, que tu attendes 6 mois et que tu fasses une demande en préfecture. Et généralement, en préfecture, tu as un service, donc tu as plusieurs personnes qui vont, dans un premier temps, vérifier les antécédents judiciaires et vérifier que tu ne fais pas partie des gens qui sont fichés S. Et à l'issue, peut-être qu'on te donnera l'autorisation de pouvoir acheter une arme. C'est pas si simple que ça. Alors, pour le 22 LR, moi, la première fois que je vais acheter une munition, le gars me demande si je veux acheter une arme. Et en fait, pour les armes en 22 LR, il m'expliquait qu'on pouvait acheter comme ça. Après, qu'il fallait parce que tu venais l'enregistrer en tant que tireur sportif. Oui. Oui, mais du coup, sans la demande en préfecture. Mais qu'après, c'était pour les 9 mm, 5,56, où là, il y avait effectivement le 22 LR, c'est une toute petite munition.
c'est pas l'idéal pour pour un terroriste. Mais Après, le vin ça de reste Longriff, quand même, on va pas trop rentrer dans le détail, mais c'est quand même la munition qui est préconisée, qui a été préconisée par les Israéliens pour aller négocier les preneurs d'otages de 72. Donc c'était une munition qui est fortement létale et Ok. qui a des conséquences balistiques à très courte distance. Alors effectivement, à longue distance, c'est particulier, hein. L'ogive redescend, hein, ça manque un petit peu de puissance. Mais à très courte distance, l'ogive reste dans le corps, elle bascule et elle fait beaucoup plus de dégâts qu'une 5,56. Ok. Ouais, Une parce que la 5,56 ça va qui est puissante, elle va traverser, elle va créer effectivement une cavité temporaire au niveau du muscle, au niveau du corps humain. Donc effectivement, si ça passe à côté d'un organe vital, il y a des chances que la personne décède. Mais la 22 long rifle est aussi dangereuse dans le sens où elle va basculer, parce qu'elle est moins puissante que les autres. Elle va basculer et elle va partir de façon aléatoire et va venir arracher pas mal de fibres du corps humain et peut-être de certains organes. Donc le 22 long rifle reste quand même un calibre dangereux. Ok. Voilà. Bon, dans tous les cas, ceux qui nous écoutent, c'est pas du tout pour aller faire n'importe quoi. Si vous voulez vous inscrire en club de tir Et sportif, ça puis peut être juste sympa. Mais... pour relativiser un petit peu ce que dit Benjamin, si vous allez vous acheter une arme, sachez que vous allez faire partie d'une liste qui va être surveillée. Voilà, c'est juste pour ceux qui c'est la voudraient liste éventuellement. FINADAF, FINACA. Enfin, Alors ça, c'est une des listes officielles, mais derrière, bien évidemment, tous les gens en France qui sont propriétaires d'une arme, que ce soit les chasseurs, des tireurs sportifs, sont régulièrement contrôlés vis-à-vis des antécédents judiciaires qu'ils pourraient avoir. Voilà, dès que quelqu'un est interpellé ou faisant partie d'un groupuscule qui s'est radicalisé, effectivement, nos services de renseignement font le nécessaire pour aller leur récupérer les armes. Heureusement. Mais bon, après, c'est rarement ce genre de personnes Oui, fort heureusement. qui passent à l'acte. Et en parallèle, donc, toi aujourd'hui, tu fais aussi de la formation aux réactions face à de l'agressivité. Oui. Ça s'adresse à qui principalement? Ça s'adresse à tous les métiers qui sont confrontés au public. Aujourd'hui, j'interviens pour les médecins, pour les infirmiers, les infirmières, pour les agents d'accueil des mairies, des préfectures, de certains établissements bancaires. Hein, on a de plus en plus de soucis avec des gens qui pètent les plombs à l'accueil des établissements bancaires. Ça peut être aussi pour les agents d'accueil de la Poste. Hein, donc j'ai travaillé également pour des chaînes de camping, la chaîne de camping Sandaya, hein, je peux la citer, hein, qui a mis les moyens pour que leurs employés puissent effectivement travailler sur une meilleure communication face à des gens agressifs, puisqu'ils se sont rendus compte que la plupart des employés étaient des jeunes qui disposaient de certains diplômes pour encadrer des activités ludiques et sportives. Et en l'occurrence, ils n'étaient pas préparés pour intervenir sur des violences, sur des choses graves. Et en l'occurrence, il fallait leur expliquer comment le mécanisme en fait, de l'agressivité, comment se comporter vis-à-vis de ces gens agressifs, notamment par rapport à leur propre sécurité, mais également pour faire redescendre les tensions et adopter le meilleur vocabulaire et la meilleure sémantique avec ces gens-là. Donc là, c'est réussir à bien écouter la personne et faire calmer progressivement les tensions et apaiser. La priorité, c'est d'adopter une bonne attitude de sécurité parce que il faut bien sûr tout envisager. On ne sait pas qui on a affaire, donc voilà, éviter d'être trop proche dans les premiers temps. Déployer une faculté d'écoute importante parce que souvent ces gens-là ont besoin d'extérioriser cette énergie négative qu'ils ont accumulée les derniers jours, hein, ce qui provoque un petit peu cette explosion-là. Donc là, il faut montrer à ces gens-là qu'effectivement, là, en face d'eux, ils ont des gens qui les écoutent. Et puis derrière, rebondir sur des outils de communication qu'on utilise, nous, dans les négociations de crise, qu'on peut appeler aussi des passerelles, hein, de manière à pouvoir subtilement rentrer dans le monde de l'interlocuteur, de son partenaire, hein, on peut les considérer comme ça, de manière à pouvoir les apaiser. Incroyable, super comme activité. Alors, j'avais vu qu'il y avait des formations de ce type-là, mais je ne pensais pas que c'était d'anciens membres du GIPN et du RAID qui pouvaient les donner. C'est vrai que le parallèle entre
la partie très opérationnelle, libération d'otages et le quotidien de monsieur, madame, tout le monde est pas évident à faire, mais c'est vrai que c'est les mêmes mécanismes. C'est des mécanismes de violence, d'agacement qui peuvent mener à s'énerver, à en venir à des violences physiques. Je comprends que l'analogie vis-à-vis du quotidien de monsieur et madame tout le monde peut être difficile à faire, mais on s'est rendu compte en formant nos collègues généralistes de police secours, parce qu'on a été déployés pour leur donner les outils pour pouvoir mieux gérer leur communication au quotidien. On s'est rendu compte que ça fonctionnait, que ça leur permettait, dans 99% des cas, de pouvoir faire redescendre quelqu'un d'agressif. On l'a ensuite déployé dans le civil et on s'est rendu compte que ça fonctionnait dans les hôpitaux. Alors, me concernant, moi, cette histoire de micro-entreprise, elle est née il y a une bonne quinzaine d'années. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais effectivement, dans les groupes d'intervention, on a des médecins qui travaillent avec nous, qui viennent sur les interventions, qui viennent sur les opérations et qui sont présents pour pouvoir tout de suite pouvoir déployer les premiers secours, que ce soit aux opérateurs, voire aux otages. Et l'un de ces médecins, le professeur Pierre-Yves Guignot, que je salue, nous avait sollicité à l'époque pour essayer de mettre en place une formation pour les infirmières des urgences de l'hôpital Édouard-Herriot de Lyon. Et donc on s'était déplacé, on était allé sur place, donc on avait observé le fonctionnement d'une après-midi et d'une soirée aux urgences de cet hôpital. Et puis par rapport à ce qu'on avait observé, on a mis en place une formation. Donc on les a conseillés sur la disposition du mobilier de leur box, par exemple, de leur salle d'attente. Et puis on les a également fait travailler sur leur communication. Et ça a fonctionné. On a été sollicité une deuxième fois, une troisième fois. Puis après, on ne pouvait pas être détaché à plein temps du groupe. Donc moi, j'ai décidé de créer cette micro-entreprise. Et puis j'ai été sollicité par d'autres hôpitaux et par d'autres entreprises par la suite. Trop bien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver si les entreprises qui pourraient vouloir te contacter, où est-ce qu'elles te retrouvent? Alors sur LinkedIn, voilà. Sur LinkedIn. Mon pseudo sur LinkedIn, c'est Chris Erny avec un Y à la fin. Et donc on peut me contacter sur LinkedIn sans aucun problème. Super, trop bien pour ça. J'ai une dernière question, moi, niveau orientation, pour un jeune qui veut rentrer dans ce type d'unité-là. Pourquoi choisir le RAID ou le GIGN? Parce qu'ils font un petit peu les mêmes actions, sauf que le GIGN, on est militaire. Le RAID, on est policier, donc civil, enfin, mais au service de l'État. C'est quoi les différences? Comment est-ce qu'on fait le choix RAID ou le choix GIGN? Alors, évidemment, en y arrivant, en se donnant les moyens, en espérant. Je vais parler surtout de ce que je connais moi, même si j'ai des copains au GIGN, que je suis allé à plusieurs reprises à Satori. Je te dirais qu'au niveau des unités, le GIGN est appelé à travailler davantage à l'extérieur et notamment à l'étranger, même si aujourd'hui, même moi au GIPN, on a eu la chance de pouvoir participer à des missions à l'étranger. Je pense que les copains du GIG sont beaucoup plus appelés à intervenir à l'étranger. Les missions restent, je pense, quasiment les mêmes. Au niveau des budgets, on peut dire que même si je ne fais pas partie des autorités, je pense que c'est quasiment les mêmes. Ils disposent d'hélicos de permanence avec des mécaniciens qui font partie du dispositif. On a aujourd'hui pas mal de sites du RAID qui ont été rénovés. On a pas mal d'antennes GIGN qui ont été créées, qui étaient à la base des gens comment ils appelaient ça, du PSIG. Oui. Voilà, donc des PI2G et du PSIG. Donc ces gens-là ont passé des tests pour pouvoir intégrer les antennes GIGN et aujourd'hui, au niveau du boulot, c'est exactement le même. Pour moi, c'est exactement le même. Les missions d'escorte, d'intervention domiciliaire sur le terrorisme, les missions à l'étranger pour protéger les ambassades, on est sur des entités qui font exactement le même boulot. Après, en amont de l'intégration dans ces unités, pour un policier, c'est de faire de la police secours dans une ville. Donc le policier, il va travailler sur des accidents, sur des différends familiaux, tandis que le militaire, le gendarme... C'est gendarmerie mobile. Voilà, la gendarmerie. Alors, c'est de l'émeute. Ils viennent beaucoup de gendarmerie. Tu as aussi des gendarmes qui viennent
de gendarmerie, départemental, oui, mais beaucoup plus moins. rare. Oui, oui. Beaucoup moins. Donc c'est pas le même cursus avant d'intégrer Oui, donc pour l'unité. toi, la différence se situe principalement en amont. En amont. Et la question du choix RAID ou GIGN, c'est surtout la question de ce qu'il y a en amont. Le côté institution, le cadre qui est imposé par la gendarmerie et se rapproche beaucoup plus du cadre des militaires, de l'armée, tu connais. Un policier est libre d'habiter là où il veut. Il dispose d'un encadrement différent par rapport à la gendarmerie. Donc effectivement, à la base, on peut avoir des jeunes qui sont dans une demande, un besoin supplémentaire vis-à-vis du cadre de l'encadrement, et ceux-là se dirigeront davantage vers l'armée ou la gendarmerie, et les autres pourront s'orienter davantage vers les métiers de la police nationale, parce que je dis bien les métiers de la police nationale, parce que dans la police nationale, tu peux être enquêteur, tu peux être officier de police judiciaire, tu peux être prof de sport, tu peux être instructeur de tir, tu peux travailler à la PTS, à la police technique et scientifique à Paris ou à Lyon. Tu peux être CRS, intervenir essentiellement sur les manifestations. Voilà, tu peux être maître nageur sauveteur. Il y a différents métiers, un petit peu comme dans la gendarmerie. Sauf que dans la police, il y a beaucoup moins d'encadrement que dans la gendarmerie. Concernant les unités que sont le RAID et le GIGN, pour moi, aujourd'hui, elles ont les mêmes missions. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, après les attentats de 2015, on les a rapprochés. On a de plus en plus, on l'a vu avant les Jeux Olympiques, on a assisté à des mises en situation pratiques intégrant le GIGN et le RAID, que ce soit au Stade de France ou ailleurs. Voilà, très clair. Pour moi, les mêmes entités. Après, en amont de l'intégration dans ces unités, effectivement, on va opter davantage sur un cadre plus important, la gendarmerie, l'armée, ou alors un petit peu plus, on va dire, libre dans la police nationale. Très clair et très complet comme réponse. Ben voilà la réponse à cette question que vous vous posez certainement à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Christophe pour ce partage-là. Tu as eu une expérience super riche. On en a vu qu'une petite bribe, qu'une partie de ta carrière, de ton histoire, mais c'est déjà incroyable. Donc vraiment merci d'être venu ici pour partager ton histoire. Vous pouvez retrouver Chris sur LinkedIn, donc Chris Erny. L'association Super Héros Grand Cœur, il y a un Instagram, une page ou... On est sur les réseaux sociaux, donc il n'y a pas de problème. Super Héros Grand Cœur, super au singulier. Héros Grand Cœur tout attaché, vous nous trouvez, vous pouvez nous envoyer des messages, il n'y a aucun problème. Eh ben, allez vous abonner à la page Instagram ou aux différentes pages de Super Héros Grand Cœur. Allez suivre ce que fait Chris avec cette association parce que c'est incroyable. Je découvre avec vous l'association. Donc vraiment une super asso qui a l'air de proposer des choses qu'on ne voit pas tous les jours. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que ça t'a plu aussi Christophe. Pensez à vous abonner, laissez un commentaire, un j'aime, partagez la vidéo à vos amis, vos proches. Et si vous nous écoutez, pensez à mettre 5 étoiles sur les plateformes de streaming. On se retrouve très vite pour de prochains épisodes. À plus, force!